Depuis le 2017, 12 janvier est une journée chômée payée. C'est un jour férié. C'est un jour férié. Voilà. Et justement, ce premier mois de Yinaïr, ou ce premier jour de Yinaïr qui correspond donc au 12 janvier, il y a beaucoup de festivités qui sont donc organisées un peu partout dans les 4 coins du pays, n'est-ce pas? Tant mieux, comme chaque année, tant mieux. Comme chaque année, depuis des millénaires. Hein. Oui, depuis des millénaires. Et justement, depuis 2017, vu qu'il y a eu officialisation, donc les festivités ont commencé officiellement à partir de 2018, chaque année, il y a une wilaya, une région, donc qui abrite, si tu veux, les festivités officielles. Cette année, c'est autour de Gherdaya. Très belle au début, c'était Ouargla, après c'était Tipaza, c'était Larwa, Tamanrasset, et cette fois-ci, ce sera le tour de Gherdaya. Les années prochaines, ce sera les autres On verra. Donc ce sera des festivités finalement itinérantes. Exactement. Voilà, c'est tant mieux. Hein. C'est tant mieux, effectivement. Donc cette fois-ci, il y aura 3 volets donc pour célébrer Yinaïr. Il y a d'abord l'aspect scientifique, donc il va y avoir des tables rondes, des conférences autour de Yinaïr. Donc vraiment une pensée anthropologique par rapport à la journée, les festivités, bien entendu. Évidemment. Et la 3e édition aussi du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazière. Voilà. Donc toujours Gherdaya à l'honneur. Il y a aussi beaucoup de clubs de sortie. Aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, Mina, mais depuis le Covid, il y a eu beaucoup d'investissements sur le tourisme local. Et c'est tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Et c'est tant mieux, il y a eu une très belle promotion finalement du tourisme local. Beaucoup de clubs aujourd'hui, de jeunes comme ça, qui s'organisent autour de sorties. Cette fois-ci, c'est Gherdaya. Et c'est un club qui s'appelle Yes Adventure qui nous emmène en visite vers Gherdaya. C'est génial. C'est génial, effectivement. Ouais. Et tu sais que Gherdaya a été classé patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. C'est très très belle ville. Voilà, très belle ville. Magnifique. Vraiment un aspect architectural unique. Unique, exactement. La raison pour laquelle ça lui a valu quand même une classification. Et elle fait partie des 7 merveilles de l'Algérie. Parce qu'il y a eu 7 largement méritées, voilà, comme la Casbah, Tassili Nadjer, Tipaza aussi. Et Tipaza est à l'honneur aujourd'hui parce que nous allons aller du côté de Tipaza. J'adore cette ville. Eh ben, elle n'est pas si loin d'Alger. Hein, c'est pas si loin, oui. Non, c'est à côté. Voilà, hein. Un véritable musée à ciel ouvert. Exactement. Un véritable musée à ciel ouvert. Et justement, nous allons recevoir ce matin les représentants du musée de Tipaza, puisqu'il va y avoir reconstitution du port antique de Tipaza en 3D. Franchement, on est très curieux, finalement, de savoir. Oui, exactement. Moi, j'ai plutôt une pensée pédagogique par rapport à cela. Je me dis, probablement, c'est très intéressant, puisque le port antique fait partie aussi du programme scolaire. Donc c'est très intéressant, j'imagine, pour les élèves de revoir un petit peu la constitution originelle voilà, du site, n'est-ce pas? Ça va être bien. Ça va être bien, certainement. Alors, ça, c'est donc le volet un petit peu touristique de cette matinée, un petit peu le volet aussi identitaire, puisqu'on parle de Yinaïr. Il y a un autre volet auquel on va s'intéresser aujourd'hui. C'est un petit peu la prise en charge des enfants à besoins spécifiques, notamment les autistes et les trisomiques, par une association qui est très connue, une association qui a une méthode très intéressante. Tu devines? Oui, je connais. Tu devines? Mais je la connais, l'association. Oui. Alors, c'est Ben Aknoun. C'est Ben Aknoun, oui, effectivement. Déjà. Donc, c'est au niveau du parc zoologique de Ben Aknoun. C'est l'association Al-Mel qui a une stratégie. Tu la connais? L'équithérapie. Je suis déjà partie là-bas. Ah, tu as déjà essayé? Non, je n'ai pas essayé, mais je suis déjà partie. Pour un reportage. Pour un reportage, justement. Eh ben voilà, j'étais moi pour un reportage, mais c'est vrai que c'est fascinant de voir un petit peu la réaction et comment ces enfants impressionnant aussi. Ont un rapport très particulier aux chevaux. Exactement. Voilà, mais finalement aujourd'hui on parlera un petit peu des deux côtés, la prise en charge de ces enfants, mais aussi la prise en charge des chevaux, parce que la prise en charge des chevaux au niveau d'association est totalement différent de celui au niveau donc des clubs d'équitation. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, effectivement. Nous parlerons également aujourd'hui, puisqu'on parle de psychologie, on va rester dans la psychologie. Le premier trimestre, généralement, ça se passe comment pour toi quand tu étais à l'école? Oula, ça fait... C'était normal. Hein. Normal, comme tous les autres trimestres. Moi aussi, mais il y a une tendance ces dernières années. Le premier trimestre, les enfants ont tendance à baisser un petit peu sur le plan résultat et reprendre le deuxième et le troisième trimestre. Peut-être parce que c'est plus long, peut-être parce que c'est le retour des grandes vacances. Généralement, nouveau programme. Exactement. Peut-être qu'on passe... le temps de s'habituer aux profs aussi. Voilà, on passe d'un palier à un autre, donc du primaire au CEM, au collège, donc du collège au lycée. Donc probablement, ce sont plusieurs facteurs
qui peuvent entraîner une petite baisse des résultats. Ce qu'on doit dire aux parents aujourd'hui, c'est de ne pas s'inquiéter et au contraire, donc écouter les enfants, les orienter pour avoir de meilleurs résultats le deuxième, le troisième trimestre. Donc Exactement. nous sommes aux portes de la reprise scolaire, ça va se faire dimanche. Dimanche déjà. Voilà, une psychologue sera parmi nous pour nous donner quelques conseils et quelques outils surtout pour accompagner nos enfants. Nous terminerons l'émission accompagnée de notre ami Mokhtar Hammani puisqu'un événement, un magnifique événement sportif sera abrité par l'Algérie. Il s'agit donc du championnat d'Afrique des Nations, la CHAN, qui sera abrité donc par l'Algérie du 13 au 4 janvier au 4 février. Voilà, donc 3 semaines de festivités sportives ici même en Algérie, 4 grandes villes. Donc, abriter un petit peu l'organisation de ces événements, notamment Alger, Naba, Constantine et Oran. Voilà, 17 nations prendront part donc à ces compétitions. Mokhtar Hammani nous donnera plus de détails puisqu'on commence déjà à recevoir les équipes. On attend de voir les résultats. Les résultats, voilà. Donc voilà un peu pour le menu de cette matinée. Merci beaucoup à Mariam Akak, à Faiza Wadi aussi qui ont préparé la feuille de route de cette matinée. Mais avant cela, quelques nouvelles du ciel, Mina? Avec plaisir. Oui. Avec plaisir. Ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et voilà, donc de retour sur le plateau. Et donc, Mina, alors, on remarque une petite baisse du mercure ces temps-ci. Oui, une petite baisse, toute petite baisse. Mais elle est sensible quand même. Bon, on est passé de 22 à 17 degrés. Ah ben voilà, quand même, c'est une baisse assez sensible. Qui fait du bien. Qui fait du bien. On avait besoin de... Qui fait du bien. Ça fera encore mieux, encore meilleur si ça sera accompagné de quelques pluies. Ben, peut-être, d'ici mardi. D'ici mardi, peut-être on aura droit à un petit peu de pluie. Bon, on aura droit à quelques gouttes. Voilà. Ces prochains ça jours. vient petit à petit, donc on commence par les temps froids et ensuite, même petite baisse des températures. Brumeux, ensuite nuageux, voilà. ensuite. Déjà ça va venir, c'est déjà très bien. Voilà. Petit à petit. Petit à petit. Alors tu nous donnes quelques nouvelles? Petit à petit. Petit à petit. On va essayer. C'est à toi. Merci. Rebonjour à tous. C'est bien de la brume, du brouillard ce matin, notamment à l'ouest et au centre, avec un ciel dégagé tout au long de cette journée. À l'ouest du pays, on notera quelques passages nuageux. Sur le centre, avec quelques pluies vers l'est du pays, avec de la neige sur les hauteurs. Sur les régions sahariennes, le ciel restera partiellement voilé. Sur la Saoura, le sud-ouest, le long des frontières algéro-maliennes, l'extrême sud, le Gard et le Tassili, ainsi que le Sahara oriental, avec de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord entre 16 et 20 degrés. Vers les régions intérieures, on notera un minimum de 11 degrés. Du côté d'Al-Bayad, Nahama, Djelfa, Batna, Constantine, on notera 16 degrés à Ghardaya, 16 également à Bachar, 17 degrés à Hassim Saoud, 20 degrés à Ilizi, 21 degrés à Darar, 23 à Insalah et enfin 25 degrés à Borj, Baji Mukhtar et Ingezam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer plutôt calme sur le centre, calme un peu agitée à l'ouest et à l'est avec des vents entre 15 et 25 km/h à l'ouest et à l'est et entre 10 et 20 km/h vers la partie centre. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Voilà, donc on disait, même avec 17 degrés, la mer reste calme. Donc finalement, ça n'a rien à voir avec le froid, ça a plus à voir avec les vents. Non, voilà. Ça n'a rien à voir avec le froid. Ça n'a rien à voir avec le froid, ça a plus à voir avec le vent. Donc on sent quand même, Mina, cette petite baisse vraiment sensible, surtout à l'intérieur du pays. Quand même, on est à 11 degrés. En journée, oui. 11 degrés. La semaine dernière, tu nous annonçais 17, 18. C'est même monté jusqu'à 25. Jusqu'à 25, oui, effectivement. Oui, c'est même monté jusqu'à 25. Effectivement. On espère que ce sera un bon présage pour les pluies. On espère. On espère aussi. Non, Inch'Allah, ça sera un bon présage. Certainement. Oui. Certainement. Allez, pour un début d'année, quand même. Pour un début d'année, oui. Bon, allez, pour deux débuts d'année. Pour deux débuts d'année. Deuxième, c'est pas encore arrivé. Voilà. Mais il y a un troisième aussi. Oui, bon. Celui de Muharram. Muharram, exactement. Voilà. Exactement. Voilà, comme quoi, on a une grande chance. Trois fêtes
En une seule année, c'est déjà En une pas seule mal. année. Hein. Voilà, en fait 3 fois le nouvel an. Exactement. On a de la chance, dis donc. Donc finalement, Mina Abed, passage du 31 décembre au 1er janvier, ça t'a donné à réfléchir par rapport au café? Non, c'est toujours la même position. D'accord, bon, Darine n'est pas là aujourd'hui, alias Louisa n'est pas là aujourd'hui, on verra peut-être demain. Tu l'as bien dit, peut-être. Peut-être demain, encore négociation. On se disait, qui tente rien n'a rien, hein, de toute façon. C'est bien de négocier. Voilà, qui tente rien n'a Persévère. rien. Hein, faut... Voilà, mais il faut que juste que je sois bien soutenue par Louisa quand elle sera là. Quand elle sera là, demain. Je ne sais pas trop si ça va marcher, mais c'est bien de... Hein, qui tente rien n'a rien. positivons. Exactement. On a bien dit, hein, l'année 2023 sera notre année. Sera notre année. Sera notre année même. Oui. Voilà. Sois optimiste, toi. Oui. On se verra tout à l'heure, Mina. Avec plaisir. Après le journal télévisé du midi. Après Tout celui à de fait. 19h Oui. à 10h. Même si ce n'est pas pour partager ton café, au moins tu nous paieras un café. Voilà, oui, je préfère. Voilà. En attendant de négocier encore une fois le café de Mina. Mina, allez, on se voit tout à l'heure. Oui. Pause musicale comme à l'accoutumée. Cette fois-ci, ce sera Rim Hakiki qui nous interprète à Youn Soud et on se retrouve juste après. Et voilà, de retour sur le plateau. C'était donc Rim Hakiki qui nous a interprété cette magnifique chanson. Ayoun Soud, comme je vous le disais ce matin, donc au sommaire,
le premier trimestre, on a du mal à décoller avec les enfants et pourtant ils ont 2 autres trimestres. Il suffit juste de les encadrer. Quelques conseils, quelques outils ce matin en compagnie de notre invité, notre psychologue Sabrina Mokrani. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Merci. Alors, 5 jours plus tard, je peux toujours vous dire bonne année, meilleurs vœux? Je pense qu'on en a jusqu'au 31. Ah, bah c'est parfait. Voilà. Alors, bonne année, meilleurs vœux, Merci. beaucoup de belles choses pour cette année, Inch'Allah. Je vous Surtout souhaite beaucoup de santé. exactement la même chose. Allah yasselmek, merci. Aïcha. Alors, Sabrina, justement, le premier trimestre, on a du mal à décoller avec les enfants et on ne comprend pas finalement parce que généralement, les parents attendent toujours le meilleur de leurs enfants. On est à un moment donné très exigeant envers les enfants, Ouais. n'est-ce pas? Alors, tout à fait. Et je pense que c'est le point de départ que tout parent doit comprendre. Quand on met au monde un enfant, on a déjà une projection inconsciente Effectivement. de ce qu'on veut que cet enfant réalise pour nous. Sauf qu'un enfant, il n'est pas là pour être l'extension narcissique du parent, mais il est là pour vivre sa vie. Donc ça serait vraiment intéressant déjà que les parents sachent et comprennent et prennent conscience que des fois, ils accablent l'enfant avec leurs propres attentes. Leurs rêves, tout ce qu'ils n'ont pas peut-être réalisé, oui. ou ils ont failli. Et ça, c'est une grande responsabilité quand on attend d'un tout petit être qui est en construction et en devenir, à ce qu'il réalise des choses pour nous. Et généralement, on ne s'y prend pas de la meilleure façon parce que comme c'est une extension narcissique, en fait, peut-être même les petits manquements de l'enfant vont avoir une valeur identitaire et donc énormément de pression et énormément d'activation émotionnelle. Donc ça serait vraiment intéressant que les parents puissent séparer entre l'enfant et entre leurs attentes à eux. Effectivement. Alors, sans pour autant aussi, parce que c'est vrai que les parents ont j'ai envie de dire, parfois, ils s'en veulent à eux-mêmes, parfois. Donc, complètement. Parfois, Oui, ils s'en oui, veulent oui. à eux-mêmes. Donc, sans pour autant les incriminer dans certains. C'est vrai sujet. qu'à un moment donné, les parents pensent bien faire. Et ils pensent tellement bien faire qu'ils en font à côté. Finalement, on est à côté. Mais Sabrina, probablement, l'une des choses, j'ai envie de dire, je mets entre guillemets, probablement dangereuse envers un enfant, c'est toujours de le comparer aux autres. Comparer aux frères et sœurs, comparer aux amis, comparer aux camarades de classe. On est toujours dans cette comparaison. Alors ça, c'est le poison et c'est la meilleure voie pour qu'un enfant perde confiance en lui. Oui. Que ce soit dans la fratrie, il va y avoir des relations tendues parce que les enfants, vous savez, vous en avez 2 ou 3, une fois que vous dépassez un, ils sont tous différents. Effectivement. La comparaison, en fait, c'est je vais mettre l'enfant dans un schéma. Toi, tu n'es pas OK et les autres sont OK. Il faut savoir qu'un enfant, tout ce qui vient de la figure parentale, donc que ce soit les parents ou les substituts parentaux, quand c'est l'école ou c'est peut-être qu'il ne vit pas avec ses parents, tout ce qui vient des parents, c'est une vérité absolue. C'est la première référence pour un Voilà, enfant. c'est des héros les parents, quels que soient les parents qu'on a, mais c'est nos héros quand on est petit. Donc quand on compare, la notion de l'estime de soi peut être vraiment malheureusement pas nourrie et je dirais même détruite. Donc faire très très attention à la comparaison. Au contraire, c'est important de renforcer l'enfant positivement, même dans les toutes petites réalisations. Vous savez, au Canada par exemple, quand on a un enfant qui a eu de mauvaises appréciations, et c'est-à-dire pour schématiser, mais eux, ce n'est pas ce système qu'ils utilisent, en tout cas dans les appréciations à l'école. Quand un enfant a eu un 0, par exemple, et que 2-3 mois après, il a eu un 2 ou 1,5, on lui fait une cérémonie pour le remercier pour les efforts. Donc c'est vraiment, évolution. bien sûr, c'est vraiment des petites actions, mais c'est grâce à ces petites actions qu'il va évoluer. Alors que généralement, nous, dans le système un peu qu'on a hérité et qu'on a cultivé aussi, c'est je vois toujours là où il n'est pas encore arrivé.
mais je ne vais pas apprécier ce qu'il a fait comme effort. Et même quand il y a des efforts, on a tendance à les minimiser parce qu'on a l'objectif, je veux qu'il ait ça, qu'il ait cette meilleure note, qu'il soit le meilleur. Et bien sûr, la comparaison, c'est fatal. C'est fatal. Faites attention, les parents, à la comparaison. Alors justement, afin d'orienter les parents, parce que là, tout se joue sur les parents, finalement, envers les enfants. L'enfant est encore là, il ne comprend pas encore. C'est de la patte. Comme on l'a si bien dit, les parents restent la première référence. Alors j'ai envie de dire, pour aiguiller un petit peu les parents, il est vrai que le premier trimestre, généralement, c'est une tendance baissière et c'est général. Donc, lorsqu'on fait un petit sondage auprès des parents, auprès des enseignants aussi, auprès des écoles, on voit que le premier trimestre, c'est toujours une tendance baissière et c'est au bout du deuxième, du troisième trimestre que l'enfant va se rattraper. Alors, pour rassurer un petit peu les parents, ou encore une fois, les aiguiller, qu'est-ce qui fait finalement qu'un enfant passe à côté, on va dire, du premier trimestre? Alors déjà, le premier trimestre, il vient après une période de 3 à 4 mois. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on vient de sortir de 2 ans de pandémie aussi. Oui, justement, j'allais vous poser la question sur l'impact. Ben oui, parce que déjà, neurologiquement, vous savez, 21 jours suffisent pour créer des premières connexions pour de nouveaux comportements. Pendant 2 ans, on a vu toute la vie de nos enfants se chambouler. Pas plus tard, je pense que cette année, on a eu des vacances, on a eu des prolongations. Donc, il y a eu beaucoup d'incertitudes et de besoins d'adaptation de chez l'enfant. Donc, il faut prendre aussi conscience que toutes ces petits appels adaptatifs, ils sont très énergivores pour nos enfants. Déjà, le premier trimestre, il vient après les vacances, les grandes vacances et tout. Nos enfants sont hyper stimulés aujourd'hui. Oui. Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer, ils n'ont pas le temps. Et donc, même les capacités cérébrales, elles ne vont pas démarrer du premier coup. Alors, je m'arrête, si vous permettez, au niveau de hyperstimulé. Là, c'est très intéressant ce que vous dites. Donc, hyperstimulé, est-ce que c'est positif, c'est négatif? Et hyperstimulé par rapport à quoi? Ah voilà, ça c'est une très bonne question. Moi j'en ai 3 et je peux vous dire que... 3 enfants. 3 enfants. Allah يبارك. Et je peux vous dire que, bon, c'est des ados, hein, donc, mais aujourd'hui avec du recul, je vous dis que mes enfants, ils ont été hyperstimulés rien que par rapport au jeu, on a tous, écrans. moi personnellement j'ai fait cette erreur où j'étais très contente de leur offrir la DS à 4-5 ans. Vous me soulagez. Bah oui, non, mais après, l'idée, c'est pas de nous autoflageller et de dire oui, on est des mauvais parents. On a fait avec notre niveau de conscience. C'est exactement ce qu'on a dit au début, les parents pensent toujours bien faire. Exactement, on a fait, en fait, il faut savoir une chose, on est toujours les meilleurs parents pour ces gosses. Et puis, ce que je dis toujours, enfin, je ne sais pas si c'est pour m'auto-rassurer, mais ce que je dis toujours, c'est qu'un enfant ne vient pas aussi avec une notice. Non, on apprend à être parent aussi avec nos enfants. Alors, quelle que soit la qualité et l'excellence du parent qu'on peut être, on engendrera toujours des petits traumas à nos enfants. Et c'est comme ça et c'est la vie. Et pour revenir un peu à l'hyperstimulation, en fait, un enfant doit s'ennuyer pour créer. Un enfant doit ressentir l'absence pour développer de la résilience, pour développer le quotient d'adversité. Et aujourd'hui, qu'on se le dise, ils sont comme nous. D'ailleurs, on est hyper stimulés. Oui. On n'est jamais avec soi où il n'y a rien. Donc, c'est soit la télé, soit le téléphone, soit les enfants, soit... Et ça peut être bien quand c'est exploité de la meilleure des manières, mais à un moment, on a besoin aussi de les cadrer par rapport à l'hyperstimulation. Parce que pour qu'un enfant, par exemple, puisse prendre un livre, il faut déjà qu'il mette sur le téléphone. Donc, ça serait intéressant aussi. Il ne faut pas être dans l'excès et d'en dire plus jamais ça, parce que c'est pas possible. Nous ne pouvons pas non plus les amputer de leur environnement. C'est pas possible, exactement. Pas possible. On est au 21e siècle, ou enfin 2023. On est hyper connecté. C'est l'ère de la digitalisation. Je ne peux pas, dire à un enfant, toi, même quand tu pars à l'école, donc tout son environnement parle un langage et lui, il est comme un ovni. Ça, c'est pas possible. Mais il faut aussi prendre conscience de cette spécificité que nos enfants vivent aujourd'hui et organiser éventuellement des temps de déconnexion.
le temps de déconnexion, généralement, il y a toujours de la révolte au début. Mais après 2-3 quarts d'heure, vous allez voir, ils vont commencer à créer des jeux ensemble, à jouer au ballon dans le salon, et c'est OK, c'est pas grave. Mais voilà, ça serait intéressant aussi que les parents comprennent que notre cerveau, s'il n'y a pas la vacuité, il n'y a pas le vide, il ne va pas créer. Donc, le premier trimestre, pour moi, c'est un trimestre de transition entre une longue période de vacances. On fait que les choses, j'ai envie de dire, agréables pour le cerveau. Le cerveau, il aime la répétition, il aime le plaisir, il déteste la contrainte. Mais quand on est à l'école, on se réveille à 6 heures du matin, donc on a des codes, donc voilà. Donc c'est un moment de transition. C'est intéressant juste de l'intégrer et de développer de la tolérance. Surtout. Soyons tolérants et acceptons aussi les rythmes différents de nos enfants. Alors justement, Sabrina, vous avez parlé aussi d'un volet très intéressant, c'est de les faire sortir un petit peu de ce monde hyper connecté. Bien entendu, donc, le vide va leur permettre aussi de créer, mais parfois, on a besoin de remplacer ce monde hyper connecté par autre chose. J'ai envie de dire, par exemple, le dessin, des activités extrascolaires très intéressantes. Ma question, c'est que certains parents, et c'est une réalité, et j'imagine que vous en avez rencontré, certains parents vous disent quand il y a la période des compositions, la période des devoirs, tout doit s'arrêter. Que pensez-vous? Alors moi, je suis une partisane du fait qu'on ne peut pas produire ou faire des efforts si on n'est pas dans le bien-être, si on n'est pas dans l'équilibre. Ça, c'est vraiment cette polarité entre le fun et produire. Personnellement, moi, je trouve qu'enlever des sources, des ressourcements, des sources de ressourcement à un enfant parce qu'il est en composition, je ne suis pas adepte. En tout cas, ce n'est pas ce que je pratique avec les miens. Ils font de la musique, ils partent, sauf s'ils lui demandent. Je respecte le rythme de l'enfant. C'est OK. Mais par exemple, il y a des enfants qui sont passionnés. Un enfant passionné par son sport ou par sa musique ou par son dessin, je ne sais pas s'il a une fréquence de 4 fois par semaine. OK, on peut réduire, mais il faut toujours lui demander son avis. Il ne faut pas que ça soit subi. Mais en tout cas, enlever tout. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va associer les examens, le côté laborieux un peu de l'école avec la frustration. Est-ce que vous pensez que déjà neurologiquement, ce n'est pas le bon principe? Parce que je vous ai dit, le cerveau, il adore le plaisir. Donc, on peut trouver des parades. Et c'est ça, quand on est dans l'acceptation et quand les parents développent de la bienveillance, ils vont se dire, OK, quel est le deal que je pourrais faire avec mon enfant pour qu'on puisse trouver Et là, l'enfant se responsabilise tout seul. Effectivement. Parce qu'il se dit, OK, si j'y vais à ma partie de football, OK, on va faire 2 heures de révision et après, je vais jouer. Et ça, c'est excellent. Et puis même, vous savez, le cerveau ne peut pas rester concentré au-delà de 25 minutes. Ça serait juste... je suis entièrement d'accord. Neurologiquement, c'est pas possible. Un enfant, il n'est pas... Déjà, un enfant, nous déjà les grands, au bout de 20 minutes, on a besoin de bouger et c'est comme ça. C'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Alors là, un enfant. Donc, au lieu de stresser, il faut travailler intelligemment le planning. OK, il a le droit de dormir, il a le droit de faire son sport. Organiser, c'est tout. Organiser. Et surtout, baisser l'anxiété, les parents. Parce que c'est les parents qui ont peur que l'enfant n'y arrive pas. Mais si on augmente son bien-être, croyez-moi, il peut tout faire et dans les temps et tout est OK. Alors Sabrina, on a parlé un petit peu des parents. Il y a aussi notre responsabilité, c'est la responsabilité de l'école. Particulièrement les enseignants. Alors parfois les enseignants, ça se comprend, on veut garder une certaine discipline en classe. Il y a des enfants qui veulent bouger, qui veulent sortir, qui veulent aller au sanitaire par exemple. Et que les enseignants sont là à dire non. C'est vraiment pour garder une discipline, mais à un moment donné,
ça rajoute aussi de la frustration aux enfants, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc l'école endosse aussi une responsabilité par rapport au rendement de l'enfant. Je suis tout à fait d'accord avec vous et surtout vous savez, moi j'ai des ados et je sais que par exemple ça c'était un sujet de discussion avec ma dernière qui me disait oui maman mais tu sais parce qu'il y en a une qui parle beaucoup et à chaque fois elle va au sanitaire et la prof elle est agacée et tout, mais c'est ça, c'est qu'à un moment il faut comprendre aussi la singularité de chaque enfant. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup de TDAH et je pense que c'est des conséquences de ce qu'on mange, de voilà, de beaucoup de choses. Beaucoup de facteurs. Et c'est important aussi que les profs, le système éducatif comprennent aussi qu'il y a des enfants qui ont des particularités. Plus on comprend la particularité, on développe de la bienveillance et on explique. Et l'enfant, quand il se sent accepté, tout seul, il va s'adapter. Mais parce qu'on a deux façons de réagir. Soit je confronte le modèle, donc je vais être dans la résistance et je fais exactement ce qu'il ne faut pas, et tout ce qu'on me dit, je fais le contraire. Soit je vais vraiment me résigner au modèle et c'est OK. Mais généralement, quand on a des spécificités, c'est qu'on ne peut pas fonctionner différemment. Donc aussi, c'est très important, je pense que l'école comprenne aussi qu'il y a certains élèves, certains enfants qui ont des particularités, ça serait intéressant. Et c'est pas parce que lui, il fait ça que toute la classe peut faire ça. Il faut juste aussi communiquer sur ça. C'est très important. Alors Sabrina, dimanche, ça va être la reprise des écoles, Inch'Allah. Ça va être la reprise. Donc la reprise des écoles, un mot d'ordre? Alors moi, je vais dire juste les parents, un enfant, il a besoin d'amour. Séparé entre l'être et ce qu'il fait. Aimez vos enfants. Commencez déjà par leur dire que quel que soit leur résultat, quels que soient les retours qu'ils ont de leur enfant, déjà donnez-leur de l'amour et vous allez voir, ils vont être bien. Certainement. C'est ce que je dis toujours, les enfants se conservent en récolte. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Sabrina Yenayer, vous fêtez cette année? Ben oui. Et comment? Et on l'attend d'ailleurs. Et on l'attend. C'est quoi le programme? Le programme, ce sera aller aux sources. Donc, je vais voir mon père. Voilà, comme ça, on va pouvoir se retrouver. Et un bon repas, j'imagine, en famille. Voilà. Et surtout le couscous avec les 7 céréales. Le couscous royal. Je ne sais pas s'il est royal, mais en tout cas, c'est les royal. Berbères, en fait, c'est une tradition, vu que ma grand-mère est une Kabyle. Donc, ils font avec les petites fèves, alors 7 céréales, et c'est très bon, et je vais me régaler. Merci. Bonne année à vous du 31 décembre et pour le 12 janvier. Voilà, et pour tous les Algériens. Merci beaucoup Sabrina, ça a été un plaisir de vous recevoir. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Pour d'autres conseils. Inch'Allah. Merci beaucoup Sabrina à vous. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté du marché de Blida. C'est Naïm Al-Walish qui nous y emmène, elle qui s'intéresse un petit peu à la préparation de Yenayer et ce qui se prépare comme tradition et à quoi on s'intéresse au marché. Je vous laisse avec ce reportage de Naïm Al-Walish et on se retrouve juste après. À la place l'Arabe de Blida, le décor est d'ores et déjà planté pour le marché de Yenayer, nouvel an berbère célébré le 12 janvier de chaque année. Des travées entières sont dédiées aux confiseries et autres gourmandises dont certaines, comme le kefta et le doum, cœur du palmier, sont proposées ici à Blida comme les stars de la table du nouvel an berbère. Ce cœur du palmier est essentiel dans les ingrédients du nouvel an. Avant, on faisait des plats traditionnels tels que les crêpes, la tomina et le cœur de palmier, qui est un chou tendre et très ferme et très apprécié. Ça, c'est la kefta de Yenayer. On la fabrique spécialement pour le nouvel an berbère. Il est fait à base de raisins secs, d'amandes, de noix et parfois de cacahuètes. Ça coûte 1200 dinars le kilo. Il est très demandé en cette période. En plus, qu'il donne énormément d'énergie et ça se vend très bien en cette période.
خاصة تراديسيونيل من الانرجي الى اخر كلش هذه. Nous sommes en pleine période de 13. Nous commençons petit à petit à nous installer, à ramener surtout des produits nouveaux. Les ventes se font petit à petit, ça commence. Il y a beaucoup de mouvements quand même. Les gens achètent selon leur capacité. Ça va de 250 dinars jusqu'à 3000 dinars le 13. Quoique nous soyons à une semaine de Yennayer, les premiers visiteurs commencent à arpenter les sentiers du marché enguirlandé pour les toutes premières emplettes en toutes sortes de gâteries devant accompagner le somptueux dîner du Nouvel An berbère. Nous venons à chaque occasion du 13 pour faire nos emplettes. La famille se rassemble autour d'un repas spécial et chez nous à l'est c'est la charchoura. Puis l'aîné de la famille, mon beau-père en particulier, installe un benjamin à l'intérieur d'un grand plat avant de l'inonder de 13 qu'on a acheté et composé bien sûr de bonbons, de noix, de dattes et d'autres confiseries. Chaque année, à chaque Yennayer, j'achète le 13 pour la tradition et bien sûr pour le rite de bon augure. Avant, notre 13 était complètement bio et composé essentiellement de pignons, de glands, de mandarines, de figues sèches. Et maintenant, on est obligé d'acheter le 13 sucré pour honorer la nouvelle année et surtout pour les gosses. Fête paysanne par excellence, Yennayer qu'on célèbre depuis des millénaires exige un rituel d'une table riche et copieuse, beau présage pour que la nouvelle année soit aussi opulente que féconde. Et c'était le marché de Blida auquel Nahima Al-Walish nous a emmené pour voir un petit peu les préparatifs de Yennayer. Nous en parlons ce matin puisque le HCA, le Haut Conseil de la Mazérité, a donc présenté son programme de festivités pour le 11 et le 12 de ce mois. Et nous en parlons ce matin en compagnie donc, de M. Boudjma Aziri. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors vous êtes le directeur de l'enseignement et de la recherche au niveau du HCA. Tout à fait. Oui. Alors cette année, c'est Gherdaya qui sera à l'honneur. Oui, c'est Gherdaya qui va abriter les festivités officielles de Yennayer et parallèlement celle du prix, la remise du prix du président de la République de la langue et de la littérature et de la langue amazigh. Voilà, effectivement. Alors cette fois-ci, c'est Gherdaya, après tant de wilayas depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Cette année, le choix s'est porté sur Gherdaya. Pourquoi ? D'abord, c'est une activité itinérante. Effectivement. Le HCA est une institution nationale, donc toutes les wilayas doivent en bénéficier de ces activités. Ensuite, nous avons Gherdaya quand même, c'est une wilaya berbérophone qui a beaucoup de patrimoine amazigh. D'ailleurs, on a programmé une journée d'études, une journée scientifique sur le manuscrit. Nous savons tous que Gherdaya possède des manuscrits, notamment d'ordre religieux et ibadite. Voilà, effectivement, déjà, la ville de Gherdaya à elle seule fait partie de cette merveille de l'Algérie, puisqu'elle a été classée patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. Tout à fait, déjà par son architecture. De par son architecture, effectivement, oui. Unique. D'ailleurs, alors parlons d'abord, donc nous avons dit qu'il y a trois aspects, donc il y a l'aspect scientifique, il y a l'aspect aussi festivité, il y a le prix, nous allons en parler dans un petit moment, mais commençons déjà par l'aspect scientifique, donc des tables rondes autour des manuscrits, n'est-ce pas? Plusieurs conférences sont programmées? Une douzaine de conférences sont programmées, qui seront animées par des universitaires, qui ont fait des recherches dans le domaine des manuscrits. L'activité s'intitule Tamazigh dans le patrimoine manuscrit. Et il y a plusieurs axes. Nous avons par exemple les contenus du manuscrit, contenus religieux, contenus juridiques, parce qu'il y a les lois
traditionnelle, et puis la langue des manuscrits, c'est-à-dire dans quelle langue ils sont écrits. Et puis il y a un axe aussi surtout sur la préservation de ces manuscrits et de leur mise en valeur. Surtout la préservation. Et la journée se divise en 2 grandes séances. La première séance matinale, il y aura 7 interventions, 7 communications, cette conférence, si vous voulez. Ça va porter sur la langue des manuscrits, les contenus, les thématiques. Et l'après-midi, il y aura 5 conférences. Ça va parler surtout de l'importance des manuscrits, de leur préservation et de leur mise en valeur. Voilà, donc ça c'est pas un petit peu pour l'aspect scientifique, donc les conférences qui seront organisées, toujours dans ce prolongement, il va y avoir donc le prix du président de la République pour la littérature. Ça, restons dans le côté scientifique et culturel, parce qu'il y a une table ronde sur l'aspect culturel et historique de Yennayer, qui sera animée par 3 professeurs universitaires. Monsieur Hadi Harch, spécialiste de l'Antiquité. Il y aura Douag de l'Université de Constantine, Harch de l'Université d'Alger. Il y aura M. Ben Ramadan, Farid Ben Ramadan de l'Université de Boumerdès. Voilà, donc dans ce prolongement, on parlait aussi du prix, n'est-ce pas, du président de la République pour la littérature et la langue amazigh. Effectivement, il y aura donc, ça se résume. Bien sûr, le prix a été préparé, le jury s'est planché, le HCA a accueilli toutes les. Mais vous n'allez pas dévoiler les noms. De toute façon, vous ne les connaissez pas. Je ne les connais pas. Donc, tout ça, c'est le travail préalable. Et puis, bon, donc, il y aura la cérémonie de remise des prix. Il y a aussi un classement de ces prix. Bien sûr, il y a des catégories. Bien sûr, il y a 4 catégories qui sont concernées. Il y a les recherches en langue amazigh, c'est-à-dire les recherches du côté linguistique, que ce soit en lexicologie, lexicographie, en aménagement de la langue. Il y a le côté littérature, tout ce qui est production littéraire, création dans les différents genres littéraires connus, le roman, la poésie, la nouvelle, etc. Il y a aussi les travaux de recherche sur le patrimoine immatériel amazigh. Et il y a enfin le 4e axe, c'est Tamazight, les recherches technologiques, numériques concernant Tamazight. Voilà, donc 3 prix pour chaque catégorie, 12 prix au total. 3 prix, voilà, au total 12 prix. Et bon, pour la somme, je connais. Je fais bien le calcul. Oui, mais la somme, je connais. Il y a vous connaissez la somme. 1 million de dinars pour le premier prix, 500 000 dinars pour le deuxième, 2500 pour le 3e prix. Et vous multipliez par 4. Voilà. Ah bon, là, il faut une calculatrice. Non, vous multipliez par 12. D'accord, par 12 Oui. Ah, c'est trop, là. 4, le calcul 12. mental, je ne suis pas très forte. Ça va faire une somme. Ça va faire une somme. De toute façon, ça encourage beaucoup, d'ailleurs, les jeunes aujourd'hui d'investir aussi dans tout ce qui est identitaire, parce que ça représente un petit peu l'identité de l'Algérie. Et surtout, c'est aussi une façon de promouvoir et de protéger le patrimoine, n'est-ce pas ? Oui, parce que finalement, ceux qui travaillent dans le patrimoine immatériel, dans la culture, dans la langue, etc., ils ont aussi besoin de quelque chose de matériel, c'est-à-dire la récompense. Ça les encourage à travailler davantage. Voilà. On a tendance à ne pas trop valoriser le travail intellectuel chez nous. Voilà. Donc là, nous sommes en train de voir d'ailleurs quelques images de la conférence de presse qui s'était tenue ici même, donc au siège de l'EPTV. Là où on voit donc M. Assad, le président du HCA, donc dévoiler un petit peu le programme des festivités de Yennayer cette année du 11 au 12 janvier qui se tiendront au niveau de Gherdaya officiellement, mais c'est bien entendu tout le pays qui va vivre l'événement, qui va célébrer l'événement à sa manière selon ses traditions. Effectivement. Alors, donc pour revenir encore une fois au prix, donc cette fois-ci c'est fait pour cette année. Pour l'année prochaine, par exemple, pour ceux qui veulent participer au prix, quelles sont un petit peu les conditions de participation? Bon, je rappelle que cette année c'est la 3e édition. La 3e édition. Il y a eu la première et la deuxième.
Ceux qui participent, c'est-à-dire ils justifient déjà d'un niveau scientifique, c'est-à-dire si on présente un travail en linguistique, il faut que l'auteur ait fait déjà des recherches dans ce domaine. En ce qui concerne la création, bon, bien sûr, c'est le jury qui évalue. Si quelqu'un écrit un roman inédit, bien sûr, il faut que ce soit tout travail qu'on propose, il faut que ce soit un travail inédit, une recherche nouvelle. Et bien sûr, c'est les membres du jury qui évaluent et qui attribuent le prix si le travail est à la hauteur. Voilà, effectivement. Le troisième volet, ce sont les festivités. Donc, on a parlé un petit peu du volet scientifique. Le volet festivités, il va y avoir quoi? Bon, volet festivités, surtout, il y a de l'officiel dans ce volet. Déjà, à notre arrivée le 10, je dis bien que c'est deux journées d'activité intense. Oui. Notre arrivée le 10, il y aura l'inauguration des frontons en deux langues nationales, l'arabe et tamazir, son caractère tifina. Commence par l'aéroport, le fronton de l'aéroport, Noumiret, puis les portes de Gherdaya, parce que c'est une ville qui a des portes comme Bni Yezgen, etc. Et puis quelques lieux publics, quelques édifices publics et quelques places publiques. Voilà. Ça, c'est déjà avant de commencer. Avant de commencer. Avant de commencer. Après, j'imagine, les deux autres jours seront illuminés de plein de couleurs de festivités. Donc, ce sera sur les 4 coins du pays. Le 11, ça va commencer par une activité, une présentation folklorique, musicale, ce qu'on peut dire la musique de rue. Ça va être sur le boulevard principal du 1er novembre de Gherdaya. Il y aura les genres locaux, donc une couleur locale, des associations, on préparait quelque chose, et puis la culture en général. Et puis il y aura la présentation de la garde républicaine dans ces deux troupes. Il y aura la troupe harmonique et la troupe symphonique. Donc ils vont jouer de la musique populaire déjà. Ils vont, bien sûr, Qassaman il le joue, c'est officiel. Et puis la musique locale et quelques airs folkloriques. Et ça attire beaucoup le public. L'expérience était fructueuse à Tamanrasset. Ah ben voilà, donc, il y aura aussi la troupe, la chorale de la protection civile aussi, qui va se joindre aussi. Aux festivités, c'est une nouveauté pour cette année? C'est une nouveauté pour cette année? Non, ça a commencé l'année dernière à Tamanrasset. Donc, comme c'était apprécié, donc on reconduit cette année. On ne change pas une équipe qui gagne, voilà. N'est-ce pas? Donc en ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr, l'ouverture officielle, il y aura la prise de parole du président de l'APOE de Gherdaya, du Wali de Gherdaya et du secrétaire général du HCA. Et juste après, il y aura une conférence de presse du secrétaire général du HCA, M. Silhachmi Assad. Ah ben voilà, en tout cas, on vous suivra de près le 11 et le 12. De toute façon, bien il y a beaucoup de festivités, il y a le reste. Certainement. Ce jour, on inaugure les stands, les différents stands sur l'artisanat, les bijoux traditionnels, le livre et le multimédia, même quelques tableaux, la peinture. Bien sûr, il y aura aussi cette journée, il y aura des ateliers au profit des enfants qui étudient Tamazir. Ils sont venus de l'Beyyad, Boussemron exactement, une vingtaine, de Ain Dfla, qui vont se joindre à ceux de Gherdaya. Ils viennent de loin quand même, hein? Oui, ils viennent de loin quand même. Ils viennent de loin. Voilà. Pour la bonne cause. De toute façon, on reviendra avec plus de détails sur les festivités le 11 et le 12, Inch'Allah. Donc, ça va se faire la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, de nous donner un peu plus de détails, surtout par rapport au programme. Merci pour beaucoup, Laïsine. Merci beaucoup. Je rappelle, M. Boudjimara Aziri, vous êtes le directeur de l'enseignement et de la recherche au niveau du Haut Conseil de la Mazarité. Au commissariat, de la Mazarité. Merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue dans un petit moment. Nous allons nous intéresser à la prise en charge
des enfants à besoins spécifiques à travers l'équithérapie, la prise en charge aussi des chevaux dans ces associations. Mais avant ça va être une balade qu'on vous propose à travers ces images et on se retrouve juste après. De retour et cette fois-ci nous allons nous intéresser à l'équithérapie mais aussi à la prise en charge des chevaux. Ça se passe au niveau d'une très très belle association qui fait un effort colossal au profit des enfants à besoins spécifiques. Une membre de l'association est parmi nous ce matin, à savoir Mona Djabali. Bonjour Mona. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bienvenue. Merci. Je me permets de vous dire bonne année, meilleurs vœux. Oui. Voilà, la dame aussi. juste avant vous, la psychologue ce matin m'a donné délai jusqu'au 31 janvier. C'est vrai, jusqu'au 31 janvier. On a le temps. Donc on a le temps. Oui. Alors bonne année, meilleurs vœux. Beaucoup de belles choses, beaucoup de réussite, beaucoup de santé surtout. À vous aussi. Alors l'association LML, on connaît déjà. C'est une association qui fait un magnifique travail sur terrain, n'est-ce pas? Oui. Mais bon, on peut toujours rappeler l'association pour nos téléspectateurs. C'est une association, donc, comme vous l'avez bien dit, pour les enfants aux besoins spécifiques. On travaille plus particulièrement, nous, avec les enfants autistes. C'est le seul centre ici en Algérie qui fait de l'équithérapie. Donc, c'est une thérapie accompagnée par le cheval. Et c'est la meilleure zoothérapie pour les enfants autistes. Donc, c'est celle qui a le plus de résultats, celle où on voit la meilleure évolution chez ces personnes qui, on le rappelle, ne guérissent pas, mais qui peuvent donc évoluer et avoir un rendement aussi par rapport à les activités, par rapport à les situations sociales particulières. Exactement, oui. Donc que ce soit au niveau des bienfaits psychologiques, on parle de l'estime de soi, de la confiance en soi, du développement du langage, du développement de l'attention aussi, parce qu'on a un problème d'attention chez les personnes autistes, mais aussi au niveau physique, le tonus musculaire, l'équilibre. Donc c'est que du bienfait, l'équithérapie. Que du bienfait d'ailleurs. On a juste besoin d'être devant un cheval et très vite on est apaisé. C'est magique quand même comme relation. Exactement, parce que c'est un animal assez imposant, c'est très grand, mais en même temps c'est un animal très empathique et très doux. Donc qui ressent parfaitement les émotions du cavalier ou de la personne qui l'accompagne, donc qui sait s'adapter à toutes les situations. Et ici, avec les personnes aux besoins spécifiques, c'est le meilleur animal de compagnie. Alors, c'est ce que j'allais dire, finalement, c'est ce qu'on dit toujours, en plus du chien, le cheval est aussi le meilleur animal, le meilleur compagnon, le meilleur ami de l'homme. C'est vrai, c'est le meilleur ami de l'homme. Et nous, du coup, à l'association LML, on a la chance d'avoir les deux. On a des chiens pour la canithérapie.
et puis on a l'équithérapie avec les chevaux. C'est nos deux meilleurs amis. Et ben voilà, finalement, on est bien entouré au niveau de l'association, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant au niveau de l'association, parce que j'ai visité l'association il y a quelques années de cela, c'est que l'association n'est pas ouverte rien que pour les enfants à besoins spécifiques, mais aussi aux enfants dits normaux, à condition qu'il y ait empathie vis-à-vis de ces enfants à besoins spécifiques. Donc finalement, ça nous permet d'inculquer à ces enfants le respect et puis l'acceptation. Oui, l'acceptation. Surtout le respect. Et c'est bien de l'avoir mentionné. Nous, cet été, on a essayé une nouvelle expérience qui était une colonie inclusive. Donc on a eu l'occasion de justement mélanger les populations, donc des enfants aux besoins spécifiques et enfants qu'on appelle ordinaires, donc sans trouble. Et c'était un résultat magnifique parce qu'on avait des enfants très empathiques qui se sont fait de nouveaux amis. Résultat magnifique des deux côtés. Des deux côtés. Et on a des enfants qui viennent encore aujourd'hui, certains même qui nous ont demandé de faire leur anniversaire avec leurs nouveaux amis. C'est magnifique ça. Non, c'est des résultats vraiment qui dépassent nos attentes souvent. Donc c'est vraiment magnifique, oui. Et c'est vrai que les enfants, c'est imprévisible, ils nous impressionnent tout le temps. Et on apprend énormément d'eux aussi. Oui. Donc c'est vrai que c'est pas pour rien qu'on parle d'innocence chez les enfants, c'est qu'ils ont le cœur pur et ils sont là juste pour apprendre, donc il suffit de leur inculquer des bonnes valeurs, les bons principes, et puis on a une génération après qui vient et qui est beaucoup plus empathique que peut-être la précédente, et du coup plus de personnes qui essaieront de s'informer, de comprendre, et du coup une société qui sera plus adaptée. Dire quelque chose. Dites-moi. Je vous adore. C'est gentil. Vous savez pourquoi? Mais alors la bouffée d'espoir que vous venez de donner maintenant, j'ai comme envie de dire, on va avoir un meilleur monde finalement. C'est pas pour rien qu'on appelait ça, notre association ML. Et ben voilà, effectivement. En tout cas, c'est vraiment magnifique ce que vous venez de dire. Ça, vraiment, ça donne beaucoup d'espoir. Oui. Donc, on le voit. D'ailleurs, il y a un adage, je ne sais pas si vous connaissez, on dit tant qu'il y a le moment, Denia Mazel Tprel. N'est-ce pas? Ça va être alors notre slogan. Voilà. Alors, c'est vrai que Mona, on parle beaucoup de prise en charge des besoins d'enfants spécifiques. On parle aussi de la prise en charge des enfants dits normaux parce qu'ils ont aussi besoin d'un accompagnement, ils ont aussi besoin d'une prise en charge, mais on parle très peu finalement de la prise en charge des animaux. Exactement. Parce que finalement, pour avoir un bon résultat, il faut vraiment s'intéresser aux deux côtés. Exactement. On parle de triangle thérapeutique, nous, en équithérapie, parce que le cheval, c'est aussi un thérapeute. Mais en plus d'être un thérapeute, il faut voir quel est son état, comment se sent-il lui aussi, parce qu'après tout, un thérapeute qui lui-même ne va pas bien dans sa vie ne pourra peut-être pas aider donc une autre personne. Certainement. Et il faut donc voir aussi quel est l'état de nos animaux. Et c'est pour cela qu'on est venu discuter aujourd'hui du magnifique travail d'une jeune fille, mademoiselle Bencharef. Vous permettez? Oui, bien sûr. Qui a réalisé son mémoire de fin d'études pour l'obtention de son master sur l'impact de l'équithérapie. Chez le cheval. Donc, quel est l'état du cheval, en fait. Et elle s'est surtout basée sur les indicateurs du stress. Donc, pour voir la différence entre centre équitation et centre équithérapie, comment se sentent les chevaux dans les deux cas. Une petite étude comparative? C'est ça, une étude comparative. Une étude comparative. Bon, j'ai ramené quelques chiffres avec moi parce que c'était vraiment très intéressant. D'accord. Et du coup, elle a regardé tout ce qui était la quantification des indicateurs de stress. Donc, elle a pris la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température. C'est très poussé comme étude, hein. Oui, la température rectale et puis le taux de cortisol sérique. Donc, l'hormone du stress. Sa comparaison, c'est magnifique. Elle nous a fait donc des journées repos, des séances d'équithérapie et des séances d'équitation pour pouvoir comparer quelle est la différence réellement dans l'état de stress du cheval dans ces situations. Et puis on a eu des résultats incroyables puisqu'on découvre qu'en équitation, il est normal que le stress augmente un petit peu, donc que ce soit la fréquence cardiaque qui augmente de plus de 33%, la fréquence respiratoire de 71%, la température de 36,9% et puis le taux de cortisol, n'en parlons pas. Mais en revanche, en équithérapie... C'est spectaculaire comme chiffre. Hein. Oui, sincèrement, c'est plus que ce qu'on imaginait. Donc, on remarque donc que finalement, l'équitation, il faudrait y aller mollo, on va dire, sur le cheval, parce que peut-être que le faire travailler tous les jours, finalement, on n'est pas loin de la maltraitance animale. Et par contre, en équithérapie, ce qu'elle a pu voir,
c'est que chez certains, on va parler surtout de l'hormone du stress, donc le cortisol, il n'y a aucune variation du taux de cortisol après une séance d'équithérapie et il y a même une baisse chez certains des chevaux. Donc au final... Donc finalement, j'ai envie de dire, c'est doublement bénéfique, non seulement pour les enfants, mais aussi pour le cheval. C'est ça. C'est impressionnant, ça. Oui, c'est exactement ça. Quand on sait que nous, la majorité des chevaux qu'on a, nous, au centre, ce sont des chevaux qui sont à la retraite, donc qui ont été donnés par la garde républicaine, des dons de personnes, de particuliers qui nous ont donné des chevaux, donc qui ont certainement eu une vie d'équitation. Quand on sait qu'après leur retraite, du coup, finalement, c'est une retraite apaisante, puisqu'ils vont travailler avec les enfants. Ça fait tout le temps de parler de retraite chez les animaux. C'est vrai. Là, la retraite, c'est chez tout le monde. Mais c'est beau, hein. C'est ça, c'est ça. Et du coup, quand on sait que chez nous, les animaux se sentent mieux, on a envie de continuer du coup ce qu'on fait. On a envie de... Parce qu'on sait que ce sera doublement bénéfique, comme vous l'avez dit. Doublement bénéfique, effectivement. Enfin, triplement, parce que finalement, même, ça vous fait du bien pour à nous vous. aussi. Donc finalement, c'est triplement. Ce n'est que du bénéfice. Que du bénéfice. Que du bénéfice, finalement. En effet, oui. Alors justement, pour revenir encore une fois aux chevaux, alors on sait très bien, par exemple, pour l'équitation, si on revient encore une fois à l'équitation comme sport, comme activité stressante, comme comme ça a été démontré par rapport à l'étude, donc on sait très bien que chaque cheval a son propre cavalier, a une propre personne qui s'occupe tout le temps de lui. Est-ce que c'est le cas dans l'association? Est-ce que chaque enfant traite toujours avec le même cheval ou ça se fait de façon comme ça, de roulement, si je puisse dire comme ça? Nous, ce qu'on fait à l'association, c'est qu'il faut savoir que dans l'autisme, la routine est quelque chose de très inculqué chez les enfants. Oui. Donc, ils ont besoin de cette routine et nous, on essaye de leur apprendre à casser cette routine. Très bien. Donc, non, ils n'ont pas toujours le même cheval, même si ils ont peut-être un cheval préféré, comme tout le monde. Comme tout le monde, bien sûr. Certainement. Mais non, ils changent de cheval et c'est eux qui s'occupent du cheval. Nous, l'équithérapie, à différence de l'équitation, c'est pas... Quand vous dites s'occuper du cheval, il les nettoie. Exact, c'est ça. L'équithérapie, la différence avec l'équitation, c'est qu'il n'y a pas besoin d'acquérir des compétences équestres. Donc on n'est pas là pour apprendre à monter le cheval, mais plutôt pour partager un moment avec le cheval. Donc ça peut se passer au moment de lui donner à manger, de le panser, de le laver, de faire une balade avec lui-même en le tenant ou de le monter. Donc c'est tout un cheminement et les enfants participent à toutes les tâches quotidiennes du cheval. Donc l'équithérapie en zoothérapie, le plus qu'elle apporte en autisme, c'est justement la motivation, l'augmentation de cette motivation à participer aux tâches quotidiennes de sa vie, de sa propre vie. Et comme ils participent aux tâches quotidiennes de la vie du cheval, ça devient après quelque chose qu'ils inculquent eux-mêmes à leur routine. Donc ça revient au même, donc prendre soin de quelqu'un et puis prendre soin après d'une autre personne. Voilà, c'est magnifique encore une fois. Alors, on va revenir un petit peu au cheval puisque l'étude a été faite sur le cheval. Alors, moi, je ne connais pas grand-chose sur le cheval, mis à part que c'est un animal magnifique, imposant et surtout très empathique. J'ai déjà essayé le cheval. C'est vrai, c'était comment comme expérience? Super agréable. Oui. Très on se sent apaisé, même si on est à une hauteur quand même assez importante. Mais on est en sécurité, même si on n'a pas l'habitude. Moi-même, j'ai pas l'habitude. Je le fais vraiment en balade quand j'ai l'occasion. Mais on est vraiment en sécurité sur le dos d'un cheval. Exactement. Pour moi, la balade à cheval, c'est le moment le plus apaisant de la journée. C'est le moment dont on a besoin pour finir une journée. C'est assez relaxant et puis comme vous avez dit, c'est pas que pour les personnes aux besoins spécifiques, c'est pour tout le monde. Voilà. On a tous la même sensation sur le cheval. Voilà, effectivement. Des projets pour l'association? Oui, alors on a un événement, ça tombe bien, on a un événement ce 6 et ce 7, donc vendredi, samedi. On fait une récolte hivernale, une collecte de vêtements. Donc nous on a organisé une petite fête foraine pour les enfants, et pour les adultes évidemment aussi, parce que tout le monde aime jouer. Et puis on aura l'occasion aussi samedi soir, d'avoir un petit concert pour clôturer l'événement. Petit, pas petit, parce qu'on aura la chance d'avoir Jam avec nous. Donc, génial, super. Qui est très fan de l'association, qui est un très grand sympathisant de l'association, qui nous a toujours soutenus, qui vient toujours rendre visite aux enfants.
et aux chevaux. Et du coup, qui cette fois-ci sera encore là. Ça va de soi. Bah oui, les enfants et les chevaux. Et les chevaux, bien sûr, bien sûr. Voilà, en tout cas, Mona, ça a été un très grand plaisir de vous avoir reçu. On vous souhaite une très très belle continuation. Merci beaucoup. Déjà pour les activités au niveau de l'association, Longue Vie à l'association, parce qu'elle fait un travail vraiment magnifique sur le terrain. Merci beaucoup. Et Longue Vie aux chevaux. Longue Vie aux chevaux, en retraite, bien sûr, sans eux, on ne peut rien. Moi, je vais faire juste un petit coucou à ma maman parce qu'elle m'a demandé de le lui faire. Du coup, je te fais coucou, maman. Allez, coucou à maman de Mona, de la part de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de la Régie. Et toute l'association ML. Merci beaucoup, Mona. Très, très belle continuation. Merci à beaucoup. Vous et à l'association. C'est très gentil. Encore une fois, Allah Islamake. On continue Balada Janet cette fois-ci qu'on vous propose et on se retrouve juste après. C'est dans ce décor splendide que se déploie un immense îlot de 80 000 km² au milieu de l'océan saharien. Véritable vivier de la biodiversité avec des sites préhistoriques dont la renommée a fait le tour du monde. Nous avons un beau pays et les Algériens sont un peuple très accueillant. Je suis content d'être à Janet et souhaite revenir prochainement. Je suis venu avec mes enfants qui résident à l'étranger. C'est la première fois que nous visitons Janet. Les paysages sont splendides et les habitants de la région sont très chaleureux. Je suis de Soukharas. Je découvre le Sahara algérien pour la première fois. J'ai adoré, c'est magnifique. Les agences touristiques ont concocté plusieurs activités aux hôtes de la capitale du Tassili Najer, avec au programme visite des sites préhistoriques et des soirées folkloriques autour d'un feu de camp. Chaque année, nous organisons des séjours à Janet. Je tiens à remercier les autorités pour leur soutien ainsi que pour les nouvelles modalités de délivrance des visas touristiques aux touristes étrangers souhaitant visiter le sud de notre pays. Cela permettra d'attirer plus de touristes. Plusieurs agences de voyage organisent des séjours touristiques pour visiter Janet avec diverses activités au profit des touristes étrangers, mais aussi locaux. Cela s'inscrit dans le cadre de la carte touristique mise en place par l'État. Mer de sable infini, montagnes majestueuses, oasis au charme innombrable. Le sud algérien est sans conteste l'un des plus beaux déserts au monde. Si ce n'est le plus beau au monde. C'est pas narcissique de ma part. Oui. C'est le plus beau, oui, n'est-ce pas? C'était donc une virée au sud algérien en compagnie de Sarah Derbel. Vous l'avez compris, il est parmi nous notre ami Anis Djellel qui est cofondateur de Yes Adventure. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à vous. Merci. Bonne année, meilleurs vœux. Merci à vous aussi. Beaucoup de santé, Inch'Allah. Inch'Allah. Beaucoup de balades. Randonnée. Surtout. Oui, surtout. On insiste là-dessus. Beaucoup de balades, beaucoup de randonnées. Ouais. Alors, Yes Adventure est une agence, c'est ça? Ouais, alors, parlez-nous un petit peu de la création, des objectifs. D'accord. Premièrement, au nom de Yes Adventure DZ, on vous remercie pour l'invitation. Moi, je suis cofondateur de Yes Adventure DZ. On est 3 et un staff jeune qui est avec nous. On essaie le maximum de donner le meilleur de nous-mêmes et donner la meilleure image de notre belle Algérie. Certainement la meilleure image. Alors il faut dire que quand on est jeune, on n'a pas le sens du danger. Ouais. N'est-ce pas? Ouais, mais... Et c'est ce qui fait... D'ailleurs, vous savez pourquoi je vous dis ça? Ouais. Je vous dis ça parce que depuis le Covid, donc, tout était fermé, mais les jeunes, on ne peut pas les enfermer, c'est pas possible. Ouais. N'est-ce pas? Et c'est un peu grâce à ces jeunes que nous avons découvert des endroits, mais alors on ne pensait même pas que ça pouvait exister en Algérie. C'est vrai. Des endroits complètement vierges. Et c'est parce que les jeunes ont un petit peu ce sens de l'aventure. C'est pour ça que vous avez appelé ça Adventure, ouais, n'est-ce pas? Ouais. Ils ont un petit peu le sens de l'aventure, d'aller à la découverte. Et donc, c'est comme ça qu'on a pris connaissance de vraiment des endroits carrément paradisiaques. Oui, on a tous les paysages en Algérie. Il y a, dans le nord, il y a les montagnes. Il y a le sud, le Sahara, le plus beau Sahara au monde. Même les étrangers le disent. Oui. C'est pas nous comme Algériens, en étant Algériens, qu'on dit que c'est notre. Non, on le dit, mais c'est du on a aussi les montagnes, la neige, tout. La mer, on a tout. On est gâtés par la nature, n'est-ce pas? Ouais. Nous sommes par bien rapport à d'autres pays, alhamdoulilah, on a les 4 saisons.
Alors, nous en avons Algérie, les 4 saisons, nous avons aussi pratiquement tous les paysages qu'on peut visiter un petit peu à travers le monde. Et c'est ce que vous faites à travers votre programme. Donc, vous essayez de faire un programme pour faire découvrir un petit peu Oui. aux touristes le tourisme local d'une manière générale. Comment vous faites votre programme? Oui. Premièrement, Yes Adventure DZ organise des sorties hebdomadaires et aussi des bivouacs, des séjours, des courts séjours, des longs séjours. On essaie le maximum de s'investir dans ce sens et de faire découvrir l'Algérie aux Algériens et aux étrangers. Déjà, aux Algériens, effectivement, parce qu'on ne connaît pas finalement très très bien le pays. Hein. Ouais. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'il y a des régions qui sont très connues. Quand on parle par exemple de Tamnaraset, de Janet, Adrar, Timimoun, Ghardaya, ce sont des villes quand même de renommée internationale, hein, il n'y a rien à dire. Mais il y a d'autres villes comme ça, d'autres petits villages, mais alors c'est paradisiaque, mais on les à connaît titre pas. d'exemple, il y a Boussaada, il y a Al-Jelfa, il y a Msila, il y a BBA aussi. Il y a BBA, Borj Barij. Borj Barij, il y a Borj Zmoura qui dépend de cette wilaya-là, où il y a la mosquée qui est perchée sur la montagne. Là. C'est des paysages magnifiques et féeriques. Voilà. Alors, j'invite les Algériens à découvrir leur pays. D'ailleurs, le Covid et post-Covid a incité les Algériens à découvrir leur pays. Voilà, c'est ce qui est magnifique aussi d'un autre côté. Mais sinon, Anis, encore une fois, donc, ce sont des programmes que vous proposez, c'est ça? Oui, madame. Comment vous choisissez les destinations, par exemple? Nous, les 3 cofondateurs, on établit chacun de notre part le programme du mois et on fait une réunion et on partage nos idées et tout. Et après ça, on va établir le programme du mois, du dit mois. Quoi. Voilà. Mais sinon, il y a aussi des groupes, par exemple, des groupes de jeunes ou de familles comme ça qui vous proposent, qui vous font des propositions par rapport à des sorties particulières qu'ils voudraient visiter, par exemple une région, et faire un itinéraire particulier. Oui, bien sûr. Tel que Boussaada, elle est très demandée, Ghardaya aussi, Biskra aussi. Ces destinations-là, elles sont très demandées par les Algériens. D'ailleurs, on essaie de s'investir dans ce sens-là. Voilà, vraiment vers le sud en ce moment. C'est la saison. La saison, c'est la saison saharienne. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, du 9 au 11, il y avait le salon international du tourisme saharien qui s'est tenu à Ghardaya. Ouais. Et vous avez participé? Non, j'étais en congé, désolé. Ah, d'accord. Il faut bien qu'ils se reposent. Hein. Mais vous, c'est Hadja ou Farja aussi, quelque part? Non? Oui, madame, oui. C'est Hadja ou Farja, il y a raison là-dessus. Mais je me suis déconnecté. Cette fois-ci, je me suis déconnecté parce que... Vous êtes parti quelque part? Hein? Vous êtes parti quelque part? Oui, je me suis déconnecté de tout... De tout ce qui est travail. Tout ce qui est travail, mais vous êtes parti quelque part? Ouais. Oui. C'était pas ici. C'était pas ici. C'est pas intéressant. C'était pas ici, c'est pas intéressant. Alors, la prochaine destination? Prochainement, on a pour la prochaine semaine, pour Yennayer. D'ailleurs, cette semaine-là, hier, avait démarré le séjour de Ghardaya. D'ailleurs, je fais coucou pour nos participants qui sont à Ghardaya maintenant. Ah, ils sont déjà à Ghardaya, d'accord. Le départ était hier. Et pour la semaine prochaine... Ils vont rester jusqu'à quand? Jusqu'à dimanche. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'à partir du 11, il va y avoir les festivités officielles de Yennayer à Ghardaya. Cette année-là, c'est Ghardaya qui va organiser les festivités officielles de Yennayer. Dommage. C'est ce que nous sommes en train de voir, hein, de magnifiques photos d'ailleurs. C'est la ville de Ghardaya? Oui, c'est la ville de Ghardaya. On a vu ça c'est féerique. Ce sont les photos que vous prenez vous-même? Oui, madame. Voilà, donc ils sont sur place. Alors, il faut dire que lorsqu'on est une agence, il y a quand même un éductour qui se fait auparavant. Quoi, madame? Éductour qui se fait auparavant? Non, vous participez pas aux éductours? Si? Un petit peu. Parce qu'il faut quand même découvrir la ville, proposer un itinéraire particulier. Oui, avant de proposer le programme, il faut le vivre, moi. Il faut le vivre. Il faut le vivre pour donner plus d'informations pour les gens et tout. Oui. Malgré que l'événement est détaillé, il y a toutes les informations nécessaires concernant les séjours et tout, mais il faut vivre ça en amont, bien avant le départ. Thomas, vous vivez l'événement puissance 2. N'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si on peut commenter les images que vous nous avez ramenées. Vous avez Anis, vous avez l'écran juste en face de vous. Ouais.
Voilà, si on peut juste défiler les images, voilà. Ça, ici, c'est le souk. C'est les souk, oui, d'Agardaya. Il est connu, hein, le souk. Ouais. La placette. La placette d'Agardaya. La placette, elle n'a pas changé depuis, d'ailleurs. Hein. Le tapis, oui. Là, c'est un petit peu vos sorties. C'est entre les ruelles. Ce sont vos sorties? C'est un groupe avec lequel vous êtes sortis? Ouais, d'accord. C'est des anciennes sorties. Voilà, donc c'était quelques photos. Elles sont récentes? C'est le groupe de cette fois-ci? Non. Non, c'est pas le groupe de cette fois-ci. Mais c'est un peu le même itinéraire que vous proposez. C'est le même itinéraire, le même circuit, quoi. Voilà, alors si on parle de Ghardaya, probablement vous nous parlez un peu plus du circuit, parce qu'il va y avoir les festivités de Yennayer, donc certainement les gens ils pourront. Il y a Bni Izgen, il y a le Qsar de Tafilat, il y a Zelfana aussi qui est à côté, c'est une très belle ville. Il y a la mosquée Atiyesdjen. Il y a plusieurs sites touristiques. Il y a le marché du tapis, il y a la placette. Il y a plusieurs sites touristiques à visiter. Le marché du tapis incontournable. On ne peut pas aller à Ghardaya sans passer par le marché du tapis. Oui, effectivement. N'est-ce pas? Ouais. Voilà, ça reste quand même. Il y a aussi le programme de Timimoun qui est la semaine, que nous allons organiser la semaine prochaine. Inch'Allah. C'est en bivouac. C'est en bivouac, le Sahara, c'est... le Sahara, grosso modo, c'est en bivouac. Oui, oui. C'est au niveau de la commune de Temana. D'accord. C'est vrai que le sud, c'est pas pour aller dans un hôtel ou une maison. Le sud, c'est pour aller couper avec la vie moderne, c'est vrai, généralement. Couper avec tous les réseaux sociaux. Il y a le réseau. Pas de téléphone. Pas de téléphone. Ah, c'est une belle cure, ça. Rien. Ouais. C'est une cure, finalement. Ouais. Il y a des gens qui ont besoin seulement d'aller visiter des places et tout pour se divertir et tout. Voilà, mais là, c'est une coupure complètement avec la vie moderne. Hein. Ouais. Là, c'est vraiment retour aux sources. Retour, oui. Donc, vous restez combien de temps, Timimoun? Timimoun, c'est 4 jours, 3 nuitées. 4 jours, 3 nuitées, toutes les 3 nuitées en bivouac? Demi-pension. Les 3 nuitées en bivouac? Oui. C'est génial, ça. Ouais. C'est magnifique, ça. Ouais. Ce sera alors on vous invite. Ce ne sera pas de refus, hein. Mais pas au week-end, le week-end je travaille. Mais sinon, donc, Timimoun, ça va se faire le week-end prochain, Inch'Allah? Oui, c'est du 11 au 16. J'imagine que ça va être magnifique parce que ça va coïncider avec les festivités de Yennayer. Oui. N'est-ce pas? Ouais. Donc ce sera d'une pierre deux coups, festivité un petit peu de Yennayer avec Il y a aussi le programme de Biskara où nous allons visiter. Vu que Biskara et Batna c'est limitrophes, nous allons visiter Mchounish, les canyons du Roufi, le Qantara, le village rouge, la maison de Sil Hawass. Oui, il y a plusieurs sites touristiques, en même temps touristiques et en même temps historiques. Historiques, touristiques. Il y a Harit où a été tirée la première balle pour le 1er novembre. Le 1er novembre. Ouais, il y a plusieurs sites. Voilà, il y a plusieurs sites et donc tout ça, c'est une recherche au préalable que vous faites. Oui, bien sûr. Voilà, une recherche. C'est en amont, ça. Tout s'organise en amont. Voilà, donc non seulement promotion touristique, mais aussi éducation, à l'histoire, au patrimoine, à la culture. Culturelle. Nous organisons aussi des visites pour les enfants culturelles, pour leur faire découvrir notre belle Algérie. Inch'Allah. En tout cas, Anis, bravo pour tout ce que vous faites. Merci bravo pour ce beau travail que vous faites pour vendre une belle image de l'Algérie, promouvoir une belle image de l'Algérie. On essaie le maximum de donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis nous avons tout. Oui. N'est-ce pas? Ouais. Il y a tout. Vous avez dit, nous avons les 4 saisons, nous avons tous les paysages, un beau pays continent. Il suffit juste, donc finalement, de donner une belle image. De visiter. Ouais. C'est comme ça qu'on va lui donner une belle image, finalement, en le visitant. En tout cas, Anis, merci beaucoup. Très belle continuation à vous. Bon week-end. Merci. Bon week-end prochain. Merci. Bon week-end d'après. Et puis pensez à faire un petit séjour durant la semaine, là où je ne travaille pas. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous, Anis Djellal. Donc je rappelle, vous êtes le cofondateur avec vos 2 amis qu'on salue ce matin. Et toute la team. Et toute la team, voilà. Surtout, en tout cas, merci beaucoup. Très belle merci à vous, madame. Que vous allez apprendre. Marhaba bik. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté du musée maritime. C'est Lamia Boudbouda qui sera notre guide ce matin. Et on se retrouve juste après. Le musée national maritime d'Alger se situe au pied de la Casbah, dans les imposantes voûtes Khaireddin, construites en 1814 par Hadj Ali Pacha et qui ont servi d'atelier de réparation de la flotte sous la régence ottomane, avant que l'occupation française n'y installe des fours à pain pour leurs soldats. Docteur Amel Mokrani revient sur ce lieu chargé d'histoire. Nous sommes
au sein de la voûte Khaireddin qui se trouve sur la jetée Khaireddin. Et ce monument n'a pas existé après une longue histoire, après avoir décidé de relier les îlots qui ont fait le nom d'Alger, le Jazair, le Djouzor, les îles. Quand Khaireddin Barbaros a décidé de relier ces îlots à Al-Jazair, à la Médina. Donc il a créé cette jetée, cette mythique jetée qui a aussi permis à Alger d'avoir son premier port, sa rade, son mouillage pour les navires. Donc oui, c'est chargé d'histoire. Et ensuite, plus tard, on renforce cette jetée par l'édification, par la construction de ce monument majestueux. Vous l'avez visité, et cette voûte Khaireddin, cette succession d'arcs et de voûtes d'une hauteur monumentale et qui sont impressionnantes. Les visiteurs du musée peuvent découvrir des outils utilisés dans la fabrication et la réparation des navires, des instruments de navigation et objets découverts dans les fonds marins. J'ai ramené mon fils et ma petite fille car à l'école ils apprennent l'histoire et c'est mieux qu'ils aient une mémoire visuelle. Ça facilite l'apprentissage. C'est un acquis qui soit ouvert au public. C'est un acquis qui a des images, des restaurations. C'est encouragé, ça prend beaucoup de temps. Ça a été englouté pendant des siècles. Mais maintenant, ça commence à émerger, ça commence à voir le jour. C'est notre histoire et c'est notre mémoire. Alors, c'est à faire restaurer. On a besoin de ça. On a besoin de notre histoire. Remontant jusqu'aux périodes préhistoriques, antiques, médiévales et ottomanes, le musée œuvre à restituer la vie de l'homme depuis ses premiers contacts avec la Grande Bleue. Des élèves d'une école de langue de Blida font la visite. J'ai choisi ce musée parce qu'il est chargé d'histoire et de culture algérienne. J'ai voulu que les élèves de notre académie apprennent sur l'histoire de l'Algérie. Ce musée nous a donné un aperçu sur la flotte algérienne. Un lieu chargé d'histoire où vous pourriez faire la découverte de quelques maquettes de bateaux qui témoignent du génie créateur maritime algérien, à l'exemple du Chebek. Vous pourriez aussi découvrir les principaux sites de fouilles archéologiques subaquatiques. Nous avons aussi une partie qui est consacrée au patrimoine subaquatique. Donc tout ce patrimoine archéologique qui est enfoui sous les eaux algériennes et qui sont le miroir de notre histoire, qui explique notre passé, notre histoire avec la mer. Donc, sous l'eau, il y a des épaves, il y a des villes englouties, il y a tellement de... On dit que la mer est le plus grand musée au monde. La mer conserve des trésors. On ne va pas dire des trésors, mais des objets qui reflètent notre histoire. Et le musée maritime a pris conscience de cette richesse, de ce potentiel, et a formé une équipe d'archéologues plongeurs en plongée sous-marine. Le musée national maritime d'Alger se veut un miroir fidèle du passé maritime glorieux d'El Jazair, un lieu à visiter absolument. Et de retour sur le plateau et restant dans le musée, c'était donc Lamia Boudbouda qui nous a fait la visite, la directrice du musée public maritime est parmi nous ce matin, à savoir Madame Amel Mokrani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Bonne année, meilleurs vœux, beaucoup de santé. Tous mes vœux de santé, de paix et de joie. Allah yislimek, marhaba bik. Et parmi nous également Madame Lydia Etali. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes la chef de service, donc chargée des ateliers pédagogiques au niveau du musée public maritime. Marhaba bik et bonne année, meilleurs vœux à vous-même.
Alors, parlons du musée ce matin, Madame Okrani. Le musée est ouvert, vous m'avez dit, le mardi et le samedi pour visite. Oui, durant l'année, il est ouvert le mardi et le samedi pour les visiteurs, le public. Et exceptionnellement, durant les vacances, ces vacances d'hiver, nous avons eu un accord pour ouvrir tous les jours durant ces vacances. Et d'ailleurs, je remercie le commandement des forces navales qui a autorisé, qui a permis cette belle ouverture du musée. Voilà, effectivement, d'autant plus qu'il y a beaucoup de curieux par rapport au musée, surtout qu'il y a beaucoup de belles pièces à voir, à découvrir. D'ailleurs, on a vu quelques-unes à travers le reportage de notre ami l'ami Aboud Bouda. Mais sinon, ce qui est intéressant par rapport à ces vacances, Madame Okrani, c'est un peu les deux aspects, j'ai envie de dire, que vous avez mis en valeur, notamment l'aspect scientifique, mais aussi l'aspect pédagogique. Exact. Nous avons fourni beaucoup d'efforts et nous avons travaillé sur se rapprocher, comment le musée peut se rapprocher de l'enfant, de gagner l'enfant. Donc on a mis en place des ateliers pédagogiques et beaucoup d'enfants sont venus au musée, ont profité de ces séances et pour nous ça a été une joie, une satisfaction de voir notre patrimoine culturel maritime entre les mains des enfants et que ces enfants prennent conscience de leur histoire et de leur passé à travers des petits jeux, des petits gestes qui semblent simples et anodins, mais au fond, il y a une grande valeur qui est ancrée dans ces enfants. Voilà, et c'est notre but. Voilà, effectivement, justement, Madame Etali, il faut dire que déjà le monde de la mer fascine. Oui. Déjà, rien que le monde de la mer fascine. Être dans un musée, c'est doublement fascinant. Et avoir contact direct avec des objets qui nous rappellent la mer, c'est encore passionnant pour un enfant, n'est-ce pas? Donc finalement, j'ai envie de dire que ça a été très facile d'approcher les enfants à travers ces ateliers. Oui, madame. D'ailleurs, le musée, durant ces vacances-là, a ouvert ses portes pour les enfants. On a choisi des ateliers pédagogiques pour les enfants, pour les mettre en contact et allez-y. Oui, pour les mettre en contact avec le patrimoine maritime. D'ailleurs, on a choisi des dessins, des ateliers de dessin avec des thèmes maritimes, des ateliers de coloriage aussi, des ateliers de récupération de galets et de bois morts, oui, au bord de la mer et tout, pour faire des travaux manuels. Et justement, vous avez ramené quelques travaux, on pourra peut-être les montrer. On va peut-être commencer par celui-là. Oui, c'est à base de bois mort. On a fait la récupération des objets, tout ce qu'elle rejette la mer. Et l'enfant peut faire des objets et des travaux magnifiques avec ça. En plus, on a fait des ateliers de nœuds marins. D'accord, tout ça. C'est les nœuds qui... C'est ça? Oui, c'est ça. C'est des travaux d'enfants. C'est un travaux d'enfants et tout. C'est les enfants qui ont fait ça. En plus, on a mis l'enfant en contact avec l'argile. Ah, ça c'est magnifique. Oui. On a essayé de mettre... Déjà, l'argile, c'est très apaisant. Hein. Oui, d'ailleurs, l'enfant a essayé de faire des trucs, des objets en argile et les faire décorer avec du coquillage. D'accord. C'était magnifique. Et c'est eux-mêmes qui ramassent un petit peu les coquillages et tous ces objets-là. Oui. C'est eux-mêmes. Voilà. Donc finalement, Madame Okrani, on voit qu'il y a un impact pédagogique, un impact aussi psychologique sur l'enfant lorsqu'il est en contact finalement avec tous ces matériaux. Alors, je reviens sur le contact de l'enfant avec l'argile. Dans le musée, nous avons des jarres, des amphores qui ont servi durant l'histoire de l'Algérie pour le transport des denrées alimentaires dans les bateaux. Donc l'enfant vient au musée, il voit ces objets. Ensuite, Madame Etali, dans ses ateliers, elle met en contact l'enfant avec l'argile pour fabriquer les mêmes objets qu'il a vus. Donc l'enfant, dans son mental, dans son imaginaire, il va comprendre comment se sont faits ces objets dans le passé, à quoi ils ont servi. Il sait que tout ça appartient à sa culture. Voilà, donc c'est un travail
comment dire, indirecte. Indirecte. On joue sur le subconscient, finalement, on est en train d'inculquer de belles valeurs. Le recyclage du bois mort, il faut dire aussi que les enfants sont sortis à la mer, ont ramassé les galets, ont ramassé le bois mort, ont nettoyé la plage, donc une sensibilisation sur cette mer qui donne, qui a un potentiel, qui est une source. Et comment, d'un simple bois mort, il peut en faire une œuvre. Voilà. Et ça le rappelle. Alors, ensuite, il se met en contact avec les constituants du bateau. Vous voyez la fiche didactique là qu'on utilise pour expliquer celle-ci. Pour expliquer qu'est-ce qu'un bateau, de quoi il est constitué, comment il fonctionne. Parce que aussi, dans le musée, il voit des maquettes, de grandes maquettes de différents navires. Et on sait que c'est une coque, c'est une proue, c'est des mâts, des voiles. Donc, il arrive à comprendre et c'est petit à petit. Voilà. L'enfant est celui qui doit recevoir ce patrimoine pour qu'il vive et qu'il le transmette aussi. Voilà, effectivement. J'imagine durant les ateliers, beaucoup de questions de la part des enfants, non ? Ils vous posent des questions. Pourquoi celle-ci ? Comment c'est fait ? Et pourquoi l'eau rejette ? Et, je ne sais pas, il y a des questions comme ça. Madame, avant de commencer les ateliers, on fait un petit aperçu sur l'atelier, déjà. Pourquoi on a choisi cet atelier au sein du musée ? On explique aux enfants pourquoi on fait l'atelier des nœuds marins. C'est parce que le marin est utilisé dans sa vie, sa vie quotidienne, au bord d'un bateau et tout ça. Première des choses. Deuxième des choses, l'enfant est curieux, il veut connaître, il veut savoir. Alors là, on fait le travail d'atelier et on peut dire pas prof, mais de pédagogie. C'est ça, voilà. Alors on fait des efforts, on essaye de mettre la valeur ou le savoir maritime aux enfants le plus simple. Je veux dire, simpliciter la chose. Excusez-moi, on voit un bel atelier ici de dessin. Juste si on peut revenir, s'il vous plaît, à la photo. Nous sommes en train de voir l'atelier de dessin. Là, on voit un enfant qui est en train de dessiner. C'est eux-mêmes qui ont fait ces chefs-d'œuvre ? Oui. Eux-mêmes ? Oui, madame. Ils ont déjà des connaissances en dessin ou ils viennent découvrir le dessin chez vous ? Il y a Parce des que là, enfants c'est magnifique, qui viennent découvrir le dessin chez nous. L'enfant est fort pour mimer. Il enregistre vite. Et c'est vrai qu'on a eu des chefs-d'œuvre. C'est ce que je suis en train de voir. Généralement, on leur explique qu'est-ce qu'un bateau. On leur a expliqué. Il y a un modèle au centre de la table. C'est le chebec et les enfants reproduisent et comprennent rapidement. Voilà, c'est vraiment très très joli pour ce que font les enfants finalement. Alors, Madame Okrani, j'ai comme envie de dire que ces ateliers, c'est comme un prolongement finalement du programme scolaire, mais de façon plutôt ludique. Ils complètent et j'ai appris récemment qu'un enfant avait fait un tabir et il avait raconté ce qu'il avait vu au musée, ce qu'il avait fait au musée et qu'il avait eu une très bonne note. Donc pour nous, ça c'est une satisfaction. C'est magnifique. Oui, c'est une satisfaction de savoir qu'on a réussi, que notre mission a été réussie. Voilà. C'est réussi, bien sûr. Parce que, au fait, là, j'étais en train de me dire, moi, maman que je suis, je me dis, finalement, ça, c'est un cours d'histoire que je connais, que j'ai déjà fait avec mon fils. Exactement. Finalement. Oui. Voilà, donc finalement, joindre l'utile à l'agréable. Exact. Il y a des groupes scolaires qui viennent, il y a des enseignants qui viennent faire le cours d'histoire dans le musée. Et l'enseignante ramène son petit flash disque, on met à disposition le matériel qu'il faut et elle fait son cours en présence des bateaux ou après avoir vu tout ce que présente le musée. Effectivement, et il faut dire aussi qu'en plus de cet aspect pédagogique et éducatif que vous ouvrez un petit peu aux enfants, il y a aussi l'aspect scientifique, n'est-ce pas ? Bien sûr, oui. Beaucoup de conférences sont organisées à votre niveau. Oui, le musée présente des activités à toutes les classes de la société, que ce soit chercheurs ou amateurs. C'est un peu le rôle du musée aussi. Exactement, exactement. Il est ouvert à tout le monde. Et nous lançons nous avons toujours lancé un cycle de conférences
On a reçu des ingénieurs, des chercheurs, des étudiants qui ont présenté des travaux, des recherches et qui ont porté sur l'histoire, sur la géographie, toujours en relation bien sûr avec la mer, et sur la sociologie, enfin l'archéologie. Récemment, nous avons eu une conférence sur la reconstitution du port antique de Tipaza. Et nous avons été d'ailleurs impressionnés par le monde qui est venu assister à la conférence. Alors, Canal Algérie était de la partie. Exactement. N'est-ce pas? Canal Algérie était de la partie. Et notre ami Rila Soul Hamouda a été donc présent lors de la conférence. Il est revenu avec ce compte rendu et on se retrouve juste après. Une reconstitution en 3 dimensions de l'antique port de Tipaza. Il s'agit là du travail de la doctorante Dounia Bouraï sous la houlette du centre universitaire de Tipaza. Une reconstitution qui a été pensée et conçue sur la base de traces archéologiques, notamment subaquatiques sur le site de l'antique port de Tipaza. L'objectif principal est de documenter l'archéologie côtière, lancer l'archéologie côtière, parce que le domaine de l'archéologie côtière n'est pas étudié en Algérie. C'est la première fois, c'est la première expérience qu'on va tenter pour ça. Et on va essayer de faire un corpus, si c'est possible, un corpus et une carte archéologique de tous les ports romains, puniques et romains de la période antique en général. Personnellement, je m'occupe de l'étude des ports de l'Est, donc de Chechel jusqu'à Al-Qala. Et ça s'inscrit dans le travail de ma thèse de doctorat. Voilà. Donc on a préféré faire une modélisation 3D, c'est une interprétation des résultats qu'on a obtenus pour le port de Tipaza. Donc la modélisation 3D elle sert surtout à parler au grand public ainsi qu'au public restreint, les archéologues en général. Une expérience originale, une sorte d'immersion réaliste et sensible dans le monde de l'Antiquité. La carte archéologique nationale ne cesse de se renforcer avec de nouveaux sites mis à jour, d'où l'importance de sauvegarder et préserver ce patrimoine, mais aussi de le valoriser et rentabiliser ce potentiel, notamment avec un tourisme culturel et scientifique. Cette numérisation, effectivement, contribue dans la gestion, dans la prise de décision, vu qu'un responsable, quand il comprend bien l'ampleur et l'importance du site, peut prendre des décisions par rapport à l'exploitation ou par rapport à la construction, par rapport aux projets futurs qui concernent une zone ou un endroit bien précis. L'exploitation des biens culturels, des sites archéologiques dans le volet tourisme. On sait que le tourisme est très important en Algérie et dans les régions côtières. Le tourisme balnéaire, c'est le premier tourisme qui reçoit beaucoup d'estivants pendant les vacances. Et le tourisme culturel est peut-être la charnière de toute cette exploitation pour le tourisme. Pour ces 2 conférenciers, des travaux dans ce genre qui retracent l'origine et le développement de traits marquants de l'aventure humaine sont plus que nécessaires, surtout que le patrimoine est un levier à fort potentiel économique. Et voilà, c'était donc un compte rendu de notre ami Rila Soul Hamouda qui s'est déplacé au niveau du musée public maritime où s'est déroulée donc cette conférence. Alors, il faut dire que l'impact d'une telle invention, on va dire, non, d'une telle réflexion. C'est un travail de recherche. Voilà, c'est un travail de recherche est important. Et l'impact est très important finalement dans le process de la recherche, dans le process de l'écriture de l'histoire. Bien sûr, il confirme, c'est un travail de recherche qui a confirmé qu'il y avait un port à ce niveau-là. Elle avait parlé de la Sainte Salsa, au niveau des îlots de la Sainte Salsa. Et si on fait si on fait ce travail sur tout le long de la côte algérienne, vous imaginez le nombre de ports qui seront révélés. Voilà, et en plus elle a plongé, elle a vu les fonds, elle a pu retrouver les matériaux, les tessons, elle avait bien dessiné des amphores et des jarres. Donc il y avait des tessons sous l'eau qui ont confirmé la présence de ces quais avec toutes ces jarres prêtes à être exportées ou qui ramenaient des denrées, des produits du commerce.
En fait, c'est un travail qui serait aussi bénéfique pour les musées eux-mêmes, parce que c'est vrai que les musées, nous avons contact avec des objets réels qui ont existé, qui nous renseignent encore une fois de l'histoire, de l'évolution aussi de la vie humaine d'une manière générale. Mais finalement, reconstituer le 3D, c'est un peu aider l'imaginaire, j'ai envie de dire, à plonger, mais vraiment à aller vivre en immersion dans une situation historique déterminée. Bien sûr, les ruines de Tipaza, le site antique de Tipaza, tout le monde l'appelle ruine, mais bon, il a été ruine de quoi? Avec une reconstitution 3D, ça montrait toute l'ampleur de la ville antique et toute la cité antique, toutes ses composantes, tous les forums qu'il y avait, les temples qu'il y avait. Donc ça ajouterait à sa valeur. Voilà. Et justement, la valeur ajoutée probablement pour les musées, ce genre de travail. Ça aiderait beaucoup l'imaginaire, à développer l'imaginaire, surtout notamment pour les enfants. Vous savez, on est devant une vitrine avec une jarre figée. Peut-être que ces reconstitutions serviraient à comprendre à quoi servait cette jarre, qu'est-ce qu'on emportait dedans. Ça serait applicable à tous les objets du musée. Voilà, et même au monument. En lui-même. Donc revenir sur le passé et revivre ce passé. C'est impressionnant, j'imagine. Ben oui, il faut s'adapter à la technologie. À la technologie, effectivement. Il faut l'utiliser surtout. Mettre à la son technologie profit. au service du patrimoine. de tout ce qui est patrimoine, culture, Bien et sûr. écriture de l'histoire. Alors, Madame Lydia, je reviens à vous. On disait mettre la technologie au service du patrimoine, au service de la culture, de l'histoire. Les ateliers, c'est très manuel, c'est très intéressant, au moins d'arracher un petit peu les enfants de ce monde hyper connecté, comme on le disait avec notre ami psychologue ce matin. Mais probablement, ce genre d'initiative ou de travaux de recherche pourrait aussi, j'ai envie de dire, soutenir les ateliers, même s'ils sont manuels. Bien sûr, parce que déjà durant ces vacances-là, on a essayé de mettre l'enfant avec l'objet directement, le faire voir l'objet et le travailler manuellement. D'ailleurs, quand elle a cité les jarres et les amphores, Madame la directrice, nous on a un atelier de fabrication d'amphores. Et on sait, les amphores, c'est des conteneurs, c'est de produits dans les bateaux. Oui. Alors l'enfant, là, il va comprendre l'utilité d'une amphore. Là, quand il va faire une amphore, il ne va pas dire que c'est une jarre et c'est tout. Il va comprendre finalement toute l'importance qui tourne autour. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu. Bravo pour tout ce que vous faites déjà pour l'accompagnement des enfants, surtout pour la préservation de notre patrimoine, de notre histoire. Merci à vous, Madame Amel Mokrani. Je rappelle, vous êtes la directrice du musée public maritime. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et Madame Lydia Etali, vous êtes donc la chef de service des ateliers pédagogiques au niveau du même musée. Merci à vous d'avoir été parmi nous ce matin. On continue et nous allons nous retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie de notre ami Mokhtar Hamani qui reviendra un petit peu sur les préparatifs du championnat d'Afrique des Nations. Mais avant cela, une balade à travers ces images et on se retrouve juste après.
voilà, c'était une très très belle balade au sud algérien et du 13 janvier au 4 février. L'Algérie donc va abriter le championnat d'Afrique des Nations. Nous en parlons en compagnie de notre ami Mokhtar. Mokhtar, bonjour. Bonjour Nour et merci de m'inviter. Vous l'avez dit, un événement après la réussite des Jeux méditerranéens d'Oran. Cette fois-ci, un grand défi pour l'Algérie. C'est vrai que les Jeux méditerranéens, la barre a été placée très haut, oui. N'est-ce pas? Il faut aller plus haut, réussite, encore une fois. Il y a de grandes infrastructures qui ont été mises en place à Oran. Cette fois-ci, c'est le cas également avec de très beaux stades à proposer aux 18 nations, aux 17 nations qui viendront, puisque l'Algérie est la 18e nation à prendre part à cet événement. Voilà, donc 3 semaines, encore une fois, de compétition cette fois-ci. Du 13 au 4, plus exactement. Mais il faut dire que les équipes commencent déjà à arriver. Oui, après le Mozambique, cette fois-ci, c'est le Ghana qui a rallié Alger, c'était avant-hier. Et donc, ils sont tout heureux de rejoindre l'Algérie et se préparer ici, déjà prendre leur quartier avant le début de l'événement. Certains diront que le Chan, ce n'est pas un grand événement, et c'est l'occasion ici à Alger que cette édition, donc à travers cette édition, de donner l'importance à ce championnat d'Afrique. Il faut le rappeler, c'est un championnat d'Afrique consacré aux joueurs locaux. Donc c'est l'occasion de découvrir les pépites du football africain, voilà, notamment le football algérien. On ne peut pas dire que... Je disais tout est important finalement. C'est important. Peu le point de départ. Hein. C'est le point de départ et c'est une manière de défendre le dossier et surtout de convaincre la Confédération africaine de football en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025 qu'on espère arracher puisqu'il y a d'autres concurrents pour ce dossier. Et donc ça, c'est une excellente répétition avant cet événement. Voilà, donc il faut dire que l'Algérie prépare bien l'événement, notamment... Elle est prête. Elle est prête. Tout simplement, voilà. Elle est prête. Elle est prête, notamment avec les infrastructures. Les infrastructures, le stade de Barakéa, un nouveau stade aux normes internationales que nous allons découvrir très prochainement, notamment le 7 de ce mois, puisqu'il y aura une répétition, un match amical face au Ghana. Le Ghana qui est ici depuis 3 jours, je le disais tout à l'heure. Et donc ce stade, il y aura le stade de Constantine qui a été rénové, le stade de Annaba également le 19 juin et le stade d'Oran plus à présenter puisqu'il a abrité les Jeux méditerranéens dans. Les Jeux méditerranéens, 4 villes. 4 villes, voilà, Alger, Oran, Constantine et Annaba. Et Annaba, voilà. Et sinon, vous êtes venu avec des images ce matin? Oui, surtout le sujet que nous a préparé notre collègue Sarah Derbel pour faire le point sur le plan information des préparatifs de ce Chan. On suit ce sujet, on se retrouve juste après si tu peux. C'est parfait. Voilà. L'Algérie est prête, pas pour l'événement, pour avoir le meilleur Chan qui n'a jamais existé. Ces propos du président du comité d'organisation du Chan ne reflètent en fait que la réalité du terrain et la volonté de l'État algérien de faire de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations une grande réussite et un événement historique. Depuis plusieurs années maintenant, l'Algérie n'a pas hésité à mettre tous les moyens pour garantir une totale réussite de cet événement continental qui se déroulera dans 4 grandes villes du pays. Oran, avec son enceinte ultra-moderne d'une capacité d'accueil de plus de 40 000 places. Le stade Miloud Hetfi se taillera la part du lion des 32 rencontres programmées. Avec pas moins de 10 matchs à abriter, les Oranais auront l'occasion d'assister à des rencontres de qualité et voir 2 groupes lors du premier tour. Alger avec un stade flambant neuf, le stade de Bamaki, qui peut accueillir lui aussi plus de 40 000 spectateurs. Ce pôle sportif englobe toutes les infrastructures indispensables à l'organisation des événements footballistiques internationaux. Il est doté d'une pelouse d'une qualité supérieure grâce à son système de traitement par luminothérapie. D'ailleurs, la cérémonie d'ouverture de la 7e édition du Chan se tiendra dans ce stade, tout comme les matchs du groupe A, le groupe où évolueront les protégés de Majid Bouguera. Constantine au stade Shahid Hamlaoui de 40 000 places. Une enceinte qui a bénéficié d'une importante réhabilitation. Un terrain qui était témoin de la qualification de l'Algérie en Coupe du Monde de 1982. Accueillera les matchs du groupe C à partir du 15 de ce mois et un match des quarts de finale dans la ville des Pans suspendus, où l'accueil est chaleureux.
Enfin, Annaba avec le stade du 8 mai 45. Le deuxième plus grand stade en Algérie avec une capacité de 56 000 places. A lui aussi bénéficié d'une rénovation quasiment à 100%. La ville de Annaba a connu également des opérations d'aménagement et d'embellissement de ses avenues et axes routiers pour être prêt lors de ce rendez-vous sportif continental. Et pour les entraînements, une vingtaine de terrains seront mis à la disposition des 18 équipes engagées, ce qui constitue une première pour cette compétition. Côté hébergement, et là aussi, rien n'est laissé au hasard. Les établissements 5 et 4 étoiles ne manquent pas dans les villes concernées par ce tournoi pour accueillir les différentes délégations de la CAF et bien évidemment les sélections participantes. Et avec l'approche de cet important événement, les préparatifs s'accélèrent. D'ailleurs, la vente des billets a débuté le premier jour de cette nouvelle année sur la plateforme Tadkirati. Les amoureux du football devront d'abord acquérir leurs billets en ligne avant de pouvoir les récupérer dans plusieurs points de retrait. Le prix du billet d'entrée au stade a été fixé à 200 dinars, un prix symbolique afin d'encourager et de permettre aux supporters d'envahir les gradins des stades qui accueilleront la compétition. L'Algérie, un pays connu pour relever les grands défis. D'abord avec la parfaite organisation des Jeux méditerranéens et sûrement avec ce championnat d'Afrique pour montrer encore une fois que l'Algérie est capable d'organiser des manifestations sportives de grande envergure et l'organisation de la CAN 2025 n'est plus une simple utopie. Et voilà, de retour, c'était donc un reportage de Sarah Derbel qui revient un petit peu sur les préparatifs. Voilà. On a un sujet global pour mettre au courant les téléspectateurs sur les dernières retouches à J-9. On est à J-9, à J-8. Donc, J-8, oui, c'est le 13, donc ce sera vendredi prochain. Vendredi 13. Vendredi, ah oui, ce sera vendredi 13. Ça va nous porter chance. Donc, ça va nous porter bonheur, effectivement, ça va nous porter chance. Justement, pour revenir un petit peu au reportage de Sarah Derbel, elle a évoqué la vente des tickets qui se fait sur les plateformes. Ils sont toujours disponibles, les tickets? Bien sûr, il faut une simple opération, donc orchestrée par le ministère de la Jeunesse et des Sports sur la plateforme Tadkirati. Donc 4 étapes faciles à faire et pour acheter le ticket, on vous donne ensuite un rendez-vous pour acquérir le billet dans un poste bien défini. Voilà, c'est une excellente chose. Au moins, ça pourrait permettre... Avec un prix symbolique de 200 dinars. Et surtout permettre finalement à tous ceux qui veulent participer, tous ceux qui veulent donc assister aux différentes compétitions, d'acquérir leur Déjà, il y a eu un façon... engouement important. Et, beaucoup de gens ont acheté, beaucoup de familles surtout. C'est bien de le souligner, acheter les billets. Et donc, on aura du beau monde au niveau des stades et des gradins le 13, à partir du 13. Les gradins, les 13 et les Algériens, certainement, ne vont que soutenir l'équipe nationale, l'équipe locale. Et soutenir surtout le beau football, la beauté du geste et surtout le football africain actuellement est connu et réputé pour sa qualité. Donc c'est ce qu'on va découvrir durant une vingtaine de jours. Effectivement, et justement, le sélectionneur Majid Bouguerra était là il y a 2 jours, donc il est passé au journal télévisé du 19h pour dévoiler la liste finalement de ceux qu'il a sélectionnés. 28 joueurs au total ont été sélectionnés. Rien n'a été fait au hasard par Majid Bouguerra. Ça fait longtemps qu'il suit tous les joueurs du championnat local et donc... tous ceux qui sont présents ont leur place en équipe nationale. Ils vont fournir de très belles prestations, de très belles prouesses pour, Inch'Allah, acquérir le titre de champion d'Afrique. Il faut rappeler que nous avons participé une seule fois dans toutes les éditions et donc la meilleure place c'était une 4e place en 2011. Inch'Allah, ce sera la bonne pour cette année. On va voir tout cela en images. Bien sûr, avec un sujet de Sid Ahmed Bourayeb qui nous fait la lecture du choix du sélectionneur national. Le sélectionneur national a préféré reconduire presque le même groupe avec lequel il a travaillé ces 2 derniers mois. Un groupe que tout le monde espère voir brandir la coupe le 4 février prochain. Pour garder les cages, Majid Bouguerra a retenu 3 gardiens, Farid Chaal, Alexis Gendouz et Shemseddine Rahmani. En défense, 10 joueurs ont été sélectionnés pour mettre en échec les attaques adverses. Mokhtar Belkhiter, Youssef Lawafi, Chouaib Keddad, Saadi Ardouani, Zindine Belaïd, Haytem Lossif,
أيوب عبد اللاوي, Ayoub Ghazala, Houssine Dehiri et Houari Baouch. Au milieu du terrain, Bouguera aura l'embarras du choix avec 7 joueurs retenus. Ahmed Qandoussi, Zakaria Draoui, Islam Bakir, Houssam Eddin Merizik, Akram Jahnit, Oussama Chita et Mohamed Aït El Hadj. 8 attaquants auront pour mission de secouer les filets. Chouaib Debih, Tahar Fathallah, Abdelrahman Mzian, Ayman Mahyous, Aziz Lahamri, Islam Bakir, Karim Aribi et Sofiane Bayazid. Le Shabab de Belouizdad et l'USM Alger sont les clubs les plus représentés avec 9 joueurs chacun, suivi du Mouloudia d'Alger avec 5 joueurs. La sélection nationale entamera le tournoi le vendredi 13 janvier face à la Libye. Mais avant cela, un ultime match amical est programmé ce samedi face au Ghana, au stade Miloud Hedfi d'Oran. Et voilà, c'est donc pour la sélection algérienne. On a fait le tour de la question concernant l'équipe nationale et les préparatifs, bien évidemment. On attend que le début du show. On se rappelle bien de la Coupe arabe. Coupe arabe, très joli titre, comme introduction, avec toujours le même entraîneur, Abdelmajid Bougarak. Et on reconnaît aussi quelques joueurs qui ont été retenus. Oui, voilà. Il y a quelques joueurs qui ont participé à la Coupe arabe. Il y avait d'autres joueurs chevronnés comme Belaili, comme Boulhi, comme Brahimi, qui ont aidé cette équipe à décrocher le titre au Qatar à un moment mémorable qu'on n'oubliera jamais. Et d'ailleurs, ils ont tout le soutien donc, du public et des spectateurs et des amoureux du foot algérien, que vous avez d'ailleurs rencontré. C'est Lina Teboul qui s'est déplacé hier à Alger, donc les différentes villes d'Alger, pour avoir donc, les impressions du public algérien. Les attentes surtout. Voilà, ils sont tous du même avis, un même son de cloche. Donc, aller encourager l'équipe nationale et surtout être sûr d'une très bonne organisation. On va découvrir le reportage et on se retrouve pour terminer cette rubrique. Voilà, c'est parti. Ça fait un plaisir. L'Algérie va organiser un tournoi international comme la CHAN. C'est l'occasion pour se montrer mondialement, pour se montrer capable d'organiser une Coupe d'Afrique 2025. On souhaite un bon courage pour l'équipe nationale algérienne et j'espère que les supporters algériens vont être disciplinés, ils vont se montrer respectueux envers les autres équipes. C'est un grand événement, c'est une fierté pour notre pays par rapport à la bonne organisation. L'Algérie est réputée pour cela et ce n'est pas un périlleux exercice pour notre pays. Par exemple, nous avons organisé 2 fois les Jeux méditerranéens et c'était une vraie réussite. Je dis pour Majid Bouguera, bonne chance à lui et pour toute l'équipe. Et je vous souhaite un bon courage et bonne continuation pour l'équipe et je vous adore. One, two, three, viva l'Algérie. Après la réussite des Jeux Mada à Oran, l'Algérie peut organiser un bon tournoi. Les stades sont prêts, tout est prêt. À bientôt le CHAN et je suis content. Là actuellement je suis en Algérie et le CHAN va se dérouler dans ce pays que j'aime aussi. Donc moi je suis avec les Algériens, je vais les supporter. Déjà que mon pays ne joue pas, donc je vais supporter les Algériens. Et je souhaite du courage à toutes les équipes. Il y a une progression sur tous les plans. J'espère qu'on pourra organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et pourquoi pas une Coupe du Monde dans l'avenir. Bon courage وربي يسهلهم ان شاء الله ونطلب لهم التوفيق والسداد ان شاء الله يا ربي ندوها ورانا معك بوقرا وانا حاضرين في صوت عبد الراقي ورانا معك ما دام نجحنا في تاع وهران ان شاء الله يا ربي نقدروا ننجحوا في هذه نورمال. Bon courage pour l'équipe nationale. وربي يوفقهم ان شاء الله وانتم تريدوا. Viva l'Algérie. Voilà, donc effectivement Mortar, donc même son de cloche. Oui, les Algériens respirent football. Inch'Allah Nedouha, donc également il y a Majid Bouguera qui tient beaucoup à cette victoire, une manière de rendre un vibrant hommage au joueur qui nous a quittés, donc Ben Hamouda l'année dernière. Donc ça sera le leitmotiv des joueurs algériens pour ce CHAN. On dit CHAN et pas le CHAN et pas la CHAN. Ni le CHAN, ni la CHAN, c'est le CHAN, c'est le CHAN, voilà. Le championnat d'Afrique. Le championnat d'Afrique, oui. Et autre chose, il faut respecter surtout les hymnes nationaux. Vous voyez, l'Algérie, les Algériens sont accueillants
Il n'y a pas de raison pour siffler ou huer les hymnes nationaux, les équipes adverses. Donc il faut rester fair play. Voilà, c'est le surtout. message. Voilà, c'est le message de cette fin. matinée. Ouais. Vos attentes? Écoutez, pour la nouvelle année ou bien pour la nouvelle année surtout, souhaiter bonne chance à tous les Algériens et voilà, et beaucoup de réussite dans tous les domaines. Inch'Allah Ndoha, comme vous l'avez dit, Mokhtar. Mokhtar, merci beaucoup. On vous retrouvera en tout cas durant ce chant pour avoir à chaque fois plus ample information. Merci beaucoup, Mokhtar. À vous, à très bientôt. Merci et voilà, beaucoup. nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite très agréable journée à tous. Et c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouverai dès demain à partir de 8h. Au revoir.